bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et merci à la mairie de Fontaine de m'accueillir pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci bien aussi à l'Observatoire Zététique qui m'a permis de venir faire cette conférence aussi. Je suis membre de l'Observatoire Zététique, justement. Et comme l'a dit Florent, en fait, j'ai une approche un petit peu particulière d'astrologie, en tout cas originale, nouvelle, car j'ai un parcours qui lui-même est particulier. Et donc je voulais résumer rapidement ici. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. J'ai une licence, je suis allé jusqu'en licence de physique à l'université, toujours, j'ai fait des maths et de la physique. Et puis j'avais des questionnements qui me tiraient un petit peu du côté de la philosophie. Et donc j'ai fait un cursus de philosophie juste après, un cursus de licence master. Ce qui peut étonner parfois, c'est que tant que j'étais en maths et en physique, ça ne me gênait absolument pas de pratiquer l'astrologie, puisque donc j'ai touché l'astrologie quand j'étais plus jeune. Et c'est arrivé en philosophie que je me suis heurté vraiment à l'analyse rationnelle des croyances, un petit peu, mais d'une autre façon que celle que propose la science. Donc c'était tout un parcours pour moi, une évolution, puisqu'au début je croyais dans l'astrologie, je la pratiquais. Donc, je ne me suis jamais fait rémunérer, mais je la pratiquais quand même. Et petit à petit, j'ai quand même, à cause de mon parcours, commencé à créer mon autocritique. Donc j'ai terminé mon cursus en histoire et philosophie des sciences, ce qui m'a permis d'ajouter l'histoire à la philosophie et à la science. Étant donné que j'ai été astrologue, en tout cas non rémunéré mais assez récurrent, j'ai fréquenté vraiment les astrologues. J'ai été membre membre d'une association nationale, la Fédération des astrologues francophones. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de rencontrer pas mal d'astrologues, d'échanger avec eux et de voir un petit peu quelles étaient leurs défenses face aux critiques, parce que toutes les critiques ne sont pas mauvaises, il y en a quelques-unes qui sont incontournables, il y en a même beaucoup, et en fait j'ai pu vraiment rendre compte de l'état des lieux et du travail qu'il y avait encore à faire. Voilà, donc je suis membre de l'Observatoire Zététique maintenant, et ça me permet d'appliquer un petit peu mon travail et d'être au contact de gens qui ont le même état d'esprit. Donc mon autocritique de l'astrologie, quand j'étais astrologue, est devenue une analyse critique maintenant, puisque je ne le suis plus. Il y a des années que je n'ai pas pratiqué. Et donc je vais vous proposer une analyse en fait de l'intérieur. C'est-à-dire que je vais parler des techniques des astrologues, on va voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis on va aussi montrer des choses dont on ne parle pas habituellement. Et ça va vous permettre de voir le sujet un petit peu différemment de ce que font les critiques habituelles. Donc ça va être le plan de ce soir. Qu'est-ce que l'astrologie? On va voir comment moi je la définis. On va essayer de dépasser les définitions habituelles. On va partir du bon pied en voyant comment ça marche. En tout cas, les astrologues disent que ça marche. On va voir un petit peu pourquoi. On va quand même se demander si ça marche si bien qu'on le dit. On reviendra là-dessus. Ensuite, une catégorie qui est un petit peu nouvelle, c'est interpréter le faux par l'astrologie. C'est-à-dire, on va se poser des questions comme quand l'astrologue se trompe de date, par exemple, mais qu'il interprète quand même et que ça marche. Est-ce que c'est normal que ça marche alors que les données n'étaient pas bonnes? On va voir comment ils réagissent par rapport à ce genre de problème. Et puis à la fin, est-ce que ça marche vraiment? Là, on donnera une autre approche du ça marche, c'est-à-dire qu'on parlera un petit peu de l'expérimentation, on parlera un petit peu des sciences. On montrera que c'est une autre façon de répondre à la question. À la fin, on va se demander quand même qu'est-ce qui marche, parce que les astrologues disent que ça marche, donc on verra en quoi on peut voir ça après avoir vu tout ce qu'on a vu avant. Alors, qu'est-ce que l'astrologie? Il y a différentes façons de définir l'astrologie. En fait, là j'en ai mis trois, on va dire. La première, l'étude de l'influence des astres, c'est-à-dire question causalité, question raison, question expérimentation. C'est plus une définition de ceux qui n'y croient pas. Quand on ne croit pas en l'astrologie, on a en général une approche scientifique, puisque l'astrologie interroge de ce côté-là. Et dans ces cas-là, on pose la question de l'influence des astres, en imaginant un lien de cause à effet entre les astres et les hommes. On essaie de voir ce qu'il est possible qu'il y en ait ou pas. Et puis, ça a été très, très étudié. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Toutes les hypothèses ne marchent pas. Mais les astrologues, eux, bien qu'ils aient toujours un petit peu invoqué des causes dans l'histoire de l'astrologie, depuis le XXe siècle au moins, se sont un petit peu retranchés derrière une autre position, en essayant d'éviter justement la question de la causalité. Et aujourd'hui, la plupart des astrologues, moi, que je connais,
estiment qu'il n'y a pas d'influence causale, l'astrologie c'est autre chose, ils évitent le problème en fait, ce en quoi les critiques ont du mal aussi à les toucher. Et dans ces cas-là, eux ne sont plus dans la causalité, la raison et l'expérimentation, mais plutôt du côté de la synchronicité, de l'analogie et puis de la pratique. Donc j'ai choisi ces termes vraiment par un petit peu leurs oppositions. La synchronicité en astrologie, c'est le fait de dire si l'astre est à tel endroit, à tel moment, et qu'il se passe tel événement à ce moment-là, qui correspond un petit peu au sens qu'on peut en tirer, alors ce n'est pas par hasard. Oui, mais quel est le lien? Et il n'y a pas de lien, c'est juste que c'est là au bon moment, et si on s'interroge sur ce que veut dire la position de l'astre dans le signe ou quelque chose comme ça, alors on peut s'interroger sur le sens de l'événement qui s'est produit. Mais il n'y a pas de relation vraiment directement. L'analogie, ça permet de passer d'un symbole à un autre, d'un sujet de réflexion à un autre. On peut parler des amours, passer à l'action, revenir sur un signe, passer à une autre technique de l'astrologie, simplement par le jeu des analogies, par des sens communs, et laisser un petit peu aller son inspiration, la créativité, et après répondre un peu à la question du client quand il est là. On n'est pas du tout dans une démarche de raison, la raison qui va plutôt chercher à prouver, qui va plutôt chercher à mettre à jour les erreurs de raisonnement, les erreurs pratiques. Et donc, on n'est pas du tout dans cette approche-là quand on pratique l'astrologie. C'est pour ça que ce n'est pas une approche à ce niveau-là scientifique. La pratique de l'astrologie, quand l'astrologue a devant lui son client ou quand il pratique tout seul, ne se pose pas les mêmes questions qu'on va se poser en général justement pendant les débats. Et pour moi, vraiment, c'est ce que j'ai retenu de ma pratique de l'astrologie, c'est que pour pratiquer, il n'y a pas besoin de se poser la question des fondements. Donc ce sont des débats vraiment différents. Souvent on se demande pourquoi les critiques ne touchent pas les astrologues, comme je l'ai déjà dit. Les fondements c'est une chose, la pratique c'en est une autre. Donc c'est de ça dont on va parler. Alors la troisième définition, c'est la mienne, on va dire. J'aime bien définir l'astrologie comme ce que j'ai appelé la discipline de l'outil astrologique. Donc l'outil astrologique, c'est ce qui va permettre à l'astrologue de faire de l'astrologie. C'est-à-dire, c'est le zodiaque, c'est des choses comme ça, que je vais présenter juste après. Le problème, si je puis dire, c'est que quand on étudie un petit peu les techniques de l'astrologie, on rentre dans les mathématiques. Les mathématiques, ce sont des nombres, et donc on peut analyser les choses, au moins d'un point de vue statistique, d'un point de vue de probabilité. On peut se poser des questions de complexité, ce genre de choses, et en fait, essayer de chercher un petit peu ce qui ne marche pas, au lieu de chercher toujours ce qui marche. C'est mon approche. Et dire que l'astrologie, c'est la discipline de l'outil astrologique, ça permet de rentrer dans l'activité de l'astrologue sans avoir à se poser justement la question est-ce qu'il y a une influence des astres ou pas, et est-ce que les dieux nous parlent ou pas. On va déjà voir ce que fait l'astrologue, qu'est-ce qu'il fait face à son client, et puis on peut essayer de comprendre un petit peu son activité. Donc pour moi, l'astrologie, c'est plus un savoir-faire, enfin c'est déjà un savoir-faire, puisqu'il y a une initiation à l'astrologie, il faut apprendre à pratiquer, à utiliser tout un tas de choses, c'est très très complexe. Et on peut, comme ça, acquérir une certaine expérience dans le domaine. On peut interroger, une fois qu'on a défini l'outil, sur son histoire, sur ses origines, c'est-à-dire comment l'astrologie est née, quelles questions s'est-on posées à l'époque où elle est née. Et ça, c'est un autre sujet, donc on ne parlera pas ce soir, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Quand on va quand même de ce côté-là, on se rend compte que l'outil astrologique est apparu de façon un petit peu bizarre, et les astrologues sont apparus après les signes astrologiques, par exemple. Donc finalement, l'histoire n'est pas aussi simple. On pourrait croire que les gens ont fait des observations entre le ciel et les hommes, et ont défini les signes, etc. Mais ça ne s'est absolument pas passé comme ça, en fait. Donc c'est pas si évident. Et puis, donc les fondements, dans ces cas-là, de l'outil astrologique peuvent s'interroger d'une troisième façon. Ça sera vraiment une question théorique qui est importante, mais c'est une question parmi d'autres questions. Donc ce soir, je ne parlerai pas des constellations, je ne parlerai pas de la précession des équinoxes, pour ceux qui connaissent. C'est pareil, c'est un sujet qui est très intéressant et qui demanderait beaucoup plus de temps, donc peut-être pour une autre conférence. Mais ce soir, moi, je vais parler vraiment de l'outil astrologique. Donc juste quand même qu'on sache qu'on parle un petit peu sur le plan astronomique, là j'ai mis une représentation du ciel sur laquelle on voit, on va dire, les constellations. C'est une grande partie du ciel, on peut voir notamment en Mésopotamie.
Et en fait, les premières questions qu'on s'est posées, c'est de savoir, les contraintes qui étaient celles des premiers observateurs, c'est déjà de se demander où allaient les astres. Parce que, est-ce qu'ils peuvent aller un peu partout dans le ciel ou pas, puisque eux-mêmes en tiraient des interprétations qui n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et en fait, sur 1000-1500 ans, ils ont réussi à déterminer qu'en fait, dans le ciel, il y avait une bande de laquelle ne sortaient jamais ce qu'on appellera les astres errants. Les astres errants, ce sont le Soleil et la Lune, et puis Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, les planètes visibles à l'œil nu. Et en fait, cette bande, une fois définie, découpée en 12 parties, donne ce qu'on appelle le zodiaque astrologique. Pourquoi il y a 12 parties? Tout simplement parce qu'au moment où la bande a été découverte, dans le calendrier, il y avait déjà 12 mois. On l'a découpé en 12 parties, parce que le milieu de la bande est suivi par le Soleil chaque année, lequel définit les saisons et donc le calendrier. Donc il y a 12 signes astrologiques parce qu'il y avait 12 mois. Les constellations, c'est un autre problème. Les constellations étaient déjà là, mais c'est un autre problème. Donc cette bande zodiacale, j'espère que vous voyez bien, si, comme après la Mésopotamie, on l'a fait en Grèce, on représentait la sphère céleste, la voûte céleste, comme une sphère, et la bande que je vous ai montrée, en fait, c'est une bande qu'on peut schématiser sur cette voûte céleste. Donc réellement, ça paraît très très régulier, et en fait, on retrouve donc les 12 signes du zodiaque qui se suivent les uns derrière les autres. Donc les planètes, le Soleil et la Lune ne sortent jamais de cette bande. Selon dans quel signe vont se placer les astres, les astrologues vont pouvoir tirer des interprétations. Donc qu'est-ce qu'on appelle l'outil astrologique? Et bien voilà, je pense que vous avez déjà vu ce genre d'image, c'est là-dessus que va travailler l'astrologue. Donc, astronomiquement parlant, le principe, c'est de savoir repérer où sont les astres. Le repérage astrologique est particulier, il est approximatif, c'est pas de l'astronomie de pointe. Et en fait, il y a plusieurs repérages. Le premier repérage, ce sont les différentes cases de couleurs qui sont donc les signes astrologiques. Comme je le disais, selon dans quel cas se trouvent les astres, on peut tirer des interprétations. Le deuxième classement, c'est celui des flèches. Il y a la flèche de gauche, qui est celle de l'ascendant, la flèche du haut, qui est celle du milieu du ciel. Et de la même façon que les signes sont 12 et puis sont numérotés, on va dire, de 1 à 12 en partant du bélier, l'ascendant, lui, commence un nouveau classement. C'est le classement des maisons astrologiques. Donc en fait, on peut tourner, et donc en chiffre romain, vous avez la maison 1, la maison 2, la maison 3, etc., jusqu'à la maison 12. Autrement dit, un astre, par exemple le Soleil, qui est ici, se trouve en Verseau, dans le signe du Verseau, ce qui va permettre à la personne de décrire, à l'astrologue, pardon, de décrire la personne comme un Verseau, avec le symbolisme du Verseau, qui va être l'originalité, la nouveauté, etc. Et puis, en même temps, il se trouve ici, entre ces deux pointes, donc dans la maison 3. Donc le fait d'être dans la maison 3, ça va donner d'autres interprétations sur le sujet. La maison 3, c'est la maison un petit peu, c'est des Gémeaux souvent en astrologie, donc c'est des personnes très curieuses qui s'intéressent un petit peu à tout, qui n'approfondissent pas toujours ce qu'ils font d'ailleurs. Et à partir de là, donc, ça permet à l'astrologue de dire encore d'autres choses. Mais les planètes, une fois placées dans le zodiaque, en fait, peuvent générer de nouvelles configurations qui sont repérées par les traits qui sont au centre du zodiaque. Donc ces traits sont ce qu'on appelle les aspects. Les aspects, ce sont faits des angles, et les angles sont repérés par rapport au centre du zodiaque, mais les astrologues les définissent seulement par des traits. Quand il y a certains angles entre les planètes, alors cela crée encore des interprétations. Donc par exemple, ce thème c'est le mien, et il y a des astrologues qui ont déjà vu que j'avais par exemple Mars, vous voyez, qui est à droite, en taureau, qui fait un carré avec la planète Mercure, qui est en bas. Si on interprète ça selon l'astrologie, Mercure, c'est tout ce qui est intellect, intelligence, communication, concept, etc. Mars, c'est l'action, c'est l'énergie. Le carré, c'est négatif. Donc l'énergie en négatif au niveau de l'intelligence. La critique, évidemment. Et donc j'ai un aspect qui est quasiment exact
Et d'après les astrologues, c'est pour ça que je suis très, très critique. Pourquoi par rapport à l'astrologie, ça on ne sait pas. Par contre, ça c'est depuis que je critique, quand je ne le critiquais pas, on voyait surtout le fait que j'avais beaucoup de planètes en Verseau. Et le Verseau, c'est l'original, c'est le novateur, c'est celui qui va vers l'avant, etc. Donc là, c'est deux interprétations très contradictoires, qui leur posent problème quand ils essayent d'interpréter mon thème, parce que d'un côté, je serai celui qui avance, mais comme je critique leur discipline, je suis plutôt celui qui critique. Donc bon, c'est toujours pareil, ça va revenir souvent en astrologie, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à interpréter dans un thème que bien souvent, il y a du pour, il y a du contre. La question sera de savoir comment l'astrologue choisit s'il interprète pour, s'il interprète contre. Donc ça, c'est l'outil astrologique. Il y a une technique qui est très courante en astrologie, et puis je vais en parler ce soir, c'est la technique des transits. Donc les transits, ça consiste en quoi? Eh bien tout simplement, la carte du milieu, ce sont les positions de naissance des planètes, et donc les astres de l'astrologie, qui restent fixes, on va dire, pour la vie, pour une personne, c'est un petit peu son portrait, mais les astres continuent de tourner. Et les astrologues, partent du principe qu'en regardant n'importe quel jour où sont les astres, on va pouvoir tirer de nouvelles interprétations, qu'il y a des climats, entre guillemets, astrologiques, un petit peu comme la météo, qui changent, il y a des bonnes périodes, des mauvaises périodes, etc., selon les astrologues. Et donc, je ne sais pas si c'est en ce moment, oui, ça doit être les transits du moment. Et donc, en fait, les planètes continuent de tourner. Alors, je les ai mises à l'extérieur simplement pour pas qu'on se mélange. Mais sinon, il n'y a pas de raison pour qu'elles soient loin ou pas loin. Et en fait, selon leur déplacement, elles vont faire encore de nouveaux angles avec les planètes de naissance. Donc, pour donner une idée, tous les traits qui sont au centre du zodiaque sont autant de configurations que peuvent interpréter les astrologues. Donc, il y a le choix, et on verra que c'est justement un des problèmes de l'astrologie. C'est que, étant donné qu'elle est complexe, on peut dire énormément de choses, mais justement, est-ce qu'on ne peut pas en dire trop, en fait? Alors, l'astrologie, ça marche, ça c'est la deuxième partie. Les astrologues croient en l'astrologie, on va voir quelques exemples. C'est vrai que l'un des premiers arguments pour l'astrologie, c'est son ancienneté. Elle est très très ancienne. La plupart des astrologues pensent qu'on ne sait rien de ses origines. En fait, les historiens ont beaucoup travaillé dessus depuis 200 ans, mais leur travail n'est pas très connu. Et c'est vrai que du fait qu'elle est ancienne, elle tire un certain prestige de son âge. Notamment, on va jusqu'à se demander est-ce que l'astrologie est plus ancienne que l'astronomie? Car les astronomes sont très très critiques vis-à-vis de l'astrologie. Et se poser cette question, il y a un petit enjeu quand même derrière. Si l'astrologie est plus ancienne que l'astronomie, peut-être qu'elle a, les arguments de l'astronomie perdent un petit peu de leur valeur. C'est pas si simple. Ensuite, sa permanence dans l'histoire, c'est que l'astrologie a un petit peu toujours été là. En Europe, en tout cas, depuis bien plus de 1000 ans, elle est présente. Elle a eu des moments de trou, on va dire, des moments de succès. En gros, ça fait 2500 ans que l'astrologie qu'on connaît est née en Grèce. C'est en Grèce qu'elle s'est développée. Et puis, elle est arrivée jusqu'à nous. Donc l'argument classique, c'est de se dire, mais quand même, si ça a traversé le temps, c'est bien qu'il y a quelque chose, ça marche. On se reposera cette question justement. L'autre exemple du fait que l'astrologie ça marche, c'est que, par exemple, les horoscopes qu'on trouve dans la presse. Ces horoscopes dont tout le monde sait que c'est n'importe quoi, il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui les lisent. En tout cas, je dirais peu importe à ce niveau-là, ce que remarquent les magazines, c'est que ça fidélise le client. Donc il y a un intérêt quand même à mettre l'horoscope, et donc c'est bien que les gens viennent le voir, donc ça les intrigue, il y a quelque chose. Alors, quelques exemples, justement, l'astrologie, ça marche, c'est merveilleux. Donc ça, c'est une conversation que j'avais un petit peu surprise entre un astrologue et quelqu'un qui lui posait des questions. C'était par rapport à la présidentielle de 2007, donc au moment de l'affrontement Royal-Sarkozy au deuxième tour. Et en fait, donc, c'est le zodiaque qui est ici représente les positions des astres le jour de la présidentielle 2007. Et la question était, je crois, mais pourquoi est-ce que Ségolène Royal n'a pas été élu, c'est pas passé loin, etc. Et l'astrologue, très sûr de lui avait répondu, mais c'est normal. Pluton était en opposition à Vénus. Pluton, en astrologie, ça renvoie au pouvoir, à la domination, ce genre de choses. Vénus, c'est la femme, évidemment, la féminité en général. Le fait qu'il y ait une opposition, bon, c'était réglé, elle ne pouvait pas être élue, c'était pas possible. Donc l'astrologue, très sûr de lui, donner un sens comme ça à l'élection, au résultat de l'élection,
Et l'astrologie est très très forte pour ça. Quand on interprète a posteriori les événements, en fait, on peut faire ressortir toujours des configurations. La question, c'est de rester objectif. C'est-à-dire que, malheureusement, trop souvent, les astrologues vont voir du côté un petit peu qui les arrange, en tout cas, du côté de leurs opinions, ils vont un petit peu se conforter en se demandant, bah, tiens, est-ce que par hasard, je ne pourrais pas penser que, puis ils vont voir s'il y a une configuration qui correspond, et dans ces cas-là, ça les incite à continuer à penser la même chose. Donc voilà, on peut prendre des événements, leur donner du sens, ça, c'en était un en particulier. Un deuxième truc, l'astrologie ça marche encore. Donc Elisabeth Tessier, l'astrologue qui a été la plus médiatisée ces 20 dernières années, on va dire. Donc lors de son horoscope de la semaine du 6 au 12 décembre 2009, elle prévoyait dans le 12, on espère découverte scientifique et réforme salutaire, la relation entre Jupiter et Uranus. Le 15 décembre 2009, soit 3 jours après, car l'astrologie s'autorise toujours quelques jours, un petit peu de décalage dans ces dates. Ça s'explique techniquement. Est-ce que ça s'excuse techniquement? Ça, c'est une chose, mais ce sera un long débat. Et donc, quelques jours après, en décembre 2009, on annonce dans la presse que pour la première fois, elle établit la carte génétique complète de 2 formes courantes de cancer, peau et poumon. Donc, c'est Elisabeth Tessier qui cite les sources. Et donc, avait-elle raison? On va en reparler un petit peu plus loin. En tout cas, ça avait l'air de correspondre. Troisième exemple, en base dans le People, l'affaire DSK. Quand DSK est arrêté le 14 mai 2011, certains astrologues vont voir dans leurs prédictions qu'ils ont faites et ils disent « mais j'avais prévu ça, j'avais prévu ça ». Je vous laisse lire Audrey Gaillard, qui est une astrologue dont on a un petit peu parlé il y a quelques années. Donc elle avait écrit en janvier 2011, soit quelques mois avant l'arrestation de DSK. Donc l'entrée de Jupiter en Bélier valorise DSK, si bien que de glorieux sondages le donnent vainqueur aux prochaines élections présidentielles. Mais pour autant, ce beau Jupiter n'annonce pas son retour triomphal en France, et encore moins son triomphe en 2012. Premier obstacle, Uranus, qui en mai-juin 2011 transitera sa Lune. Voilà un aspect qui me fait bien plus penser à un DSK sur la sellette, gérant depuis son bureau du FMI une crise majeure. DSK va devoir faire face à des contretemps importants en 2011. C'est vrai que quand on voit ce qui lui est arrivé, on retrouve des choses, on retrouve le FMI, on retrouve plein de raisons de penser que l'interprétation était quand même assez réussie. On en reparlera juste après. Parce que maintenant, on va se demander est-ce que ça marche si bien finalement. Reprenons les exemples que je viens de donner. Je vous ai parlé de la présidentielle 2007. Et je vous ai dit, ah oui, Pluton en opposition à Vénus, pas possible d'élire une femme. Le problème, quand on regarde la même carte, on se rend compte, donc Pluton est ici, la planète rose, Vénus, c'est la planète rose aussi là-haut, Pluton en opposition, mais le problème, c'est que ce qui représente l'homme maintenant, ben, c'est Mars, qui est ici, et Mars se trouve en carré à Pluton. Si on suit l'interprétation de l'astrologue, Pluton en opposition à Vénus, une femme ne pouvait pas être élue, mais Pluton en carré à Mars, qui est aussi négatif, un homme ne pouvait pas être élu non plus. Donc ça fait partie des contradictions habituelles quand on s'intéresse à la pratique de l'astrologie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une configuration qui allait dans le sens de l'opinion de l'astrologue, mais en fait, en cherchant bien, il y en avait une autre qui disait soit le contraire, soit qui amenait une absurdité totale. Donc finalement, ça ne marchait pas si bien. Donc j'ai mis attention à l'attention sélective. Là, l'attention sélective, c'est le fait de retenir les cas qui marchent. L'astrologue en question a dû garder l'idée à l'esprit que, encore une fois, l'astrologie expliquait pourquoi Ségolène Royal n'avait pas été élue. Alors qu'en fait, si on va voir un petit peu plus loin, l'interprétation telle qu'elle est formulée amène elle-même sur l'idée. Elisabeth Tessier, donc, avec la prévision de la découverte par les scientifiques. Il y a un gros problème qui se pose dans le texte que j'ai lu auparavant, c'est que l'horoscope prévoit des découvertes scientifiques salutaires. Et Elisabeth Tessier se vante d'une prévision réussie puisque son horoscope prévoyait des découvertes. Mais le problème, c'est que le 15 décembre 2009, c'est pas la découverte, c'est l'annonce de la découverte. La découverte est annoncée ce jour-là. Pourquoi elle est annoncée ce jour-là? Parce que les journalistes étaient allés voir, je crois, dans Nature,
un magazine de référence qui avait publié un article donc, présentant la découverte. Mais dans les publications scientifiques, une découverte n'est publiée que longtemps après qu'elle ait été faite. Car il faut découvrir, après il faut préparer l'article, il faut le donner donc, à des personnes qui vont juger si on peut le faire passer ou pas dans la revue. Souvent il est corrigé, donc le temps passe en fait. Et finalement, on voit que ce n'est pas une prévision réussie, puisque à moins que les astres soient branchés sur les médias, c'est pas du tout ce que avait prévu Elisabeth Tessier. Par contre, elle se vante d'avoir réussi cette prévision. Donc c'est un argument pour l'astrologie pour elle. Et quand le texte, donc c'est un texte qui est sur son site internet, quand les gens lisent la prévision réussie, s'ils ne font pas attention à ce genre de détails, ils peuvent en croire que la prévision était réussie. Le problème, c'est que dans les défenses de l'astrologie, il y a des exemples comme ça, comme celui-là, donc c'est très complexe de valider une prévision, et les astrologues ne se demandent pas en fait qu'est-ce qu'une prévision réussie, qu'est-ce qu'une prévision ratée. Est-ce que des fois une prévision peut être réussie, mais on ne la reçoit pas? Est-ce qu'on peut réussir par hasard? Ce sont des questions qu'on ne pose pas en astrologie. Et l'affaire DSK. L'affaire DSK, encore une réussite, d'après l'astrologue Audrey Gaillard, qui se vantait de sa prévision. Et moi, quand j'étais tombé sur son texte, ça m'avait quand même posé problème, bien sûr. Donc, j'étais allé voir un petit peu dans ses prévisions des mois précédents, des années précédentes, voir si elle en parlait déjà ou pas. Et j'étais tombé sur un deuxième texte. Donc, dans celui tout à l'heure, elle prévoyait que DSK vraiment passerait une mauvaise année 2011, que vraiment ça n'irait pas au moment où c'est arrivé. Et qu'est-ce qu'elle écrivait donc quelques mois avant, c'était 8 mois avant. Et donc le papier se posait la question, DSK a-t-il ses chances en 2012? Il est probable qu'il y ait d'ici son éventuelle candidature à la présidentielle française d'autres fonctions tout aussi intéressantes pour DSK et de portée internationale. Donc Audrey Gaillard lui prévoyait un bel avenir. Je pense à la nécessité d'une gouvernance pour une fédération des pays européens, à une tâche plus subtile telle la transformation évolutive des pouvoirs de la Banque européenne, etc. Donc, Audrey Gaillard, qui aurait prévu que tout irait mal pour DSK, au moment où c'est arrivé, quelques mois avant, avait prévu tout le contraire. Et en fait, elle avait prévu, elle, carrément, qu'il aurait vraiment un bel avenir. Et on peut noter que le texte est très précis quand même. Il faut connaître le sujet, la Fédération des pays européens, la transformation évolutive des pouvoirs de la Banque européenne. Et en fait, c'est quelque chose qui est très courant en astrologie, c'est que l'astrologue a un certain feeling. En fait, comme il s'interroge en permanence sur l'avenir, donc il suit bien le cours des événements, et en fait, souvent, il arrive à sentir bien des choses. Donc je pense que ce dont elle parle là, c'était des sujets qui étaient en cours de traitement médiatique à ce moment-là, et en fait, elle a fait que s'en inspirer en allant voir dans les planètes de DSK, savoir dans l'avenir comment ça pouvait se présenter pour lui. Donc, deux prévisions contradictoires sur l'avenir de DSK, ça rappelle aussi un gros problème en astrologie, surtout chez les astrologues qui sont plus prévisionnistes que d'autres, c'est qu'à force de multiplier les prédictions, très rapidement, l'astrologue ne se souvient pas de tout ce qu'il prédit. Il ne fait pas de liste, c'est pas quelqu'un d'organisé, sauf exception, il y en a peut-être, mais comme il n'y a pas de liste, finalement, donc il n'arrive pas vraiment à assurer un suivi entre ses prévisions. Et l'erreur consiste, et c'est toujours comme ça que ça se passe, le jour où se produit un événement, soit il se rappelle avoir prédit quelque chose comme ça, soit il va rechercher dans ses notes et il essaie de retrouver un petit peu ce qu'il avait prédit. Et quand ça marche, il peut la ressortir en disant « je l'avais prédit ». Donc ça c'est pareil, on en reparlera, en se demandant qu'est-ce qu'une prévision réussie. Donc il faut noter aussi un autre problème, c'est que Elisabeth Tessier, encore elle avait fait parler d'elle, puisqu'elle avait prévu une année géniale pour DSK en 2011. Donc, ceci dit, non pas pour critiquer encore Elisabeth Tessier, mais pour rappeler que les astrologues multiplient les prévisions, mais qu'en plus ils sont nombreux à le faire. Donc non seulement ils multiplient les prédictions, mais en plus ils ne font pas le même, ce qui fait qu'au final, il y a un nombre incroyable de prédictions qui souvent arrivent même à prévoir le contraire. Donc quand un événement se produit, en général, si chacun a prévu le pour et le contre, il a raison. C'est encore un problème de l'astrologie au niveau prévisionnel. Et quand j'étais membre de la Fédération des astrologues francophones, on avait fait des dossiers sur la prévision, essayant de dénoncer justement ces problèmes. Et on s'était heurté vraiment à une levée de bouclier des astrologues qui refusaient de poser même la question, de remettre en question on ne peut même pas parler d'acquis,
mais vraiment d'essayer de chercher des erreurs, de faire le ménage parmi les recettes habituelles, etc. Donc, en termes de méthodologie, en fait, les astrologues peuvent prévoir tout et son contraire. Pourquoi? Et bien déjà, parce qu'on l'a un petit peu vu avant, il y a énormément de paramètres astrologiques, donc c'est très difficile de faire ressortir quelque chose. Les prévisions sont multipliées, et les astrologues multiplient les prévisions eux-mêmes. Donc on multiplie aussi les astrologues, et ça donne un pouvoir assez gigantesque. Et donc, est-ce que ça marche si bien toujours? Il y a eu quelques grands événements ces dernières années qui, pour la plupart, étaient revendiqués par certains astrologues, ils pensaient les avoir prévenus. Par exemple, le crack boursier qui est arrivé en octobre 2008. Donc moi, à ce moment-là, j'étais bien penché sur le problème, c'était pas longtemps après la présidentielle, donc la prévision, c'est un sujet auquel je m'intéressais beaucoup. Et donc j'avais fait un petit peu le tour des forums boursiers auxquels on avait accès gratuitement sur Internet. Et j'étais allé voir un petit peu ce qu'ils avaient prévu, parce qu'il y en a qui commençaient à dire « mais oui, c'est normal, dans mon bulletin, j'avais prévu une baisse, une hausse, etc. » Et en fait, ce qui m'avait vraiment surpris et amusé, c'est que donc le 10 octobre se produit le crack, la veille, personne ne doit venir, et donc j'étais allé voir un petit peu les échanges qu'il y avait sur les forums boursiers, notamment des personnes qui disaient l'avoir prévu. Et c'était impressionnant de voir que la veille, et même le soir, dans la soirée, donc c'est au lendemain matin que tout va s'effondrer, et les gens sont en train de parler un petit peu, enfin ils sont en train de gérer les affaires courantes. Oui, il y a 2 jours, il y a eu 1,5% de baisse, ça va pourquoi. Il n'y en a aucun qui est en train de se dire qu'il y a une vague qui arrive, tout va s'effondrer, attention, il devrait tirer l'alarme. Si la prévision avait été faite, une prévision, ça sert à ça. On a prévu l'événement, on approche de cet événement, il faut tirer la sonnette d'alarme. Absolument pas. C'est vraiment, tout le monde a été surpris et eux les premiers. Un autre exemple, c'est celui du tsunami inattendu, fin 2004, donc en Asie, qui avait fait 300 000 morts quand même. Aucun astrologue n'a prévu le tsunami. Alors il y en a peut-être quelques-uns qui disent, en ressortant une prévision, que ça ressent ça. Comment dire ça? Ils avaient prévu quelque chose, que quelque chose se passerait à ce moment-là, mais c'est toujours très vague, c'est jamais très précis. Et je m'en rappelle particulièrement parce que c'est arrivé Comment? Non, c'est très vague, le tsunami, je suis d'accord. C'est très vague, en plus. C'était même point de... Pardon. Et en fait, ce jour-là, justement, la FDAF devait passer, il y avait un petit débat au journal de France 2 ce jour-là, et en fait, à cause du tsunami, le débat avait été annulé. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que donc là, j'étais vraiment en contact des astrologues. Il n'y en a pas un qui, la veille, ou une semaine avant, ou à n'importe quel moment, nous aurait contacté en disant mais il va se passer quelque chose, une catastrophe qui arrive, même si je ne sais pas laquelle. Non, rien du tout. Donc c'est toujours pareil. Si le tsunami a été prévu, il a surpris même celui qui l'avait prévu. Et ça, ce sont des choses qui sont incompréhensibles quand on veut vraiment se poser des questions sérieuses sur l'astrologie. Donc peut-on être surpris par un événement qu'on a prévu? C'est la question que je posais régulièrement aux prévisionnistes, mais bon, je n'avais jamais de réponse sur ce genre de choses. L'une des conséquences de ce genre d'événement aussi, c'est que si l'astrologie échoue à prévoir de si grands événements, comment peut-elle pouvoir prévoir de petits événements, notamment sur la vie des hommes? Un autre exemple aussi que j'aime bien redonner, c'est quand Marion Cotillard a été oscarisée. Quand on regarde la carte des astres, on ne trouve rien. Il n'y a à peu près rien, il n'y a pas de grande configuration, il n'y a pas de succès, il n'y a rien qui l'annonce. Donc j'avais posé ça dans un bulletin astrologique en demandant aux astrologues, alors comment est-ce qu'on peut expliquer la chose? Et donc il y en avait un qui avait réussi à trouver une configuration dans un classement des anciens qu'on n'utilisait plus, mais en cherchant un petit peu. Et c'était terrible, quoi. Donc il y a des moments quand même où les astres n'ont en plus rien à dire. Et ça devrait quand même poser des questions aux astrologues. Pour l'instant, ça n'en pose pas. On parlait de complexité de l'astrologie. Alors, ce schéma, donc vous reconnaissez le zodiaque, vous avez vu qu'il y a des planètes alentour. Tous les facteurs astrologiques qui sont représentés là sont différents. Il n'y en a pas de pareils qui sont reproduits. Et en fait, c'est un philosophe, c'est un astrologue qui a passé un doctorat en philosophie dans les années 90, qui s'appelle Patrice Guinard, qui a créé, on va dire, la notion de super-thème. En caricaturant à peine, les astrologues, depuis plus de 2000 ans, ont ajouté des facteurs astrologiques, des paramètres, etc.,
à leur système. Et en fait, on voit bien évidemment que si on tient compte de tous les paramètres, on ne peut absolument rien faire. Donc les astrologues, pour pratiquer, ne tiennent compte que de certains. Et en général, ils soit vont chercher un nouveau quand il y a une question qui se pose ou une interprétation qu'ils n'arrivent pas à faire, ou alors ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'il y a différents courants en astrologie. Donc certains utilisent certains astres qui ne sont pas utilisés par les autres, qui en utilisent d'autres. Il y en a certains qui en ressortent de la tradition ou pas. Et donc en fait, Patrice Guinard avait tout simplement réuni tous ces facteurs en disant mais il marche ou est-ce qu'il ne marche pas, en se posant cette question. Et finalement, s'ils ont un intérêt, s'ils ont quelque chose et qu'on les met tous, on se rend compte qu'il y a un brouhaha absolument infernal. En fait, si l'astrologue voulait tenir compte de tous les paramètres astrologiques, c'est des centaines et des milliers de paramètres dont il devrait tenir compte en permanence. Pourquoi aussi ne sombre-t-il pas là-dedans? Parce que dans cette complexité, tout simplement parce que d'abord ils partent sur certains paramètres, ceux que j'ai donnés au début, et si besoin, ils en ajoutent. Si besoin, on crée une nouvelle carte, si besoin, petit à petit. Mais en fait, jamais ils vont jusqu'à ajouter tous les paramètres. Il n'empêche que la complexité du système est absolument énorme. Alors là, j'ai mis tous les paramètres, hein, mais même si on reprend la carte que j'avais montrée au début, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait déjà énormément de choses. Et en fait, dans chaque thème, il y a des centaines de configurations. Et les astrologues, quand ils font des interprétations, essayent toujours de tenir compte de plusieurs paramètres, donc de synthétiser, on va dire, les informations dont ils disposent, pour formuler une interprétation. Et cette interprétation qu'ils qualifient de synthétique, le problème, c'est quand il y a un trop grand nombre de paramètres, elle ne peut pas être une synthèse à proprement parler. Donc, c'est forcément une partie de tout ce qu'il est possible de dire. Et d'où ma conclusion, en fait, la synthèse est impossible en astrologie. L'astrologue est obligé de choisir. Il ne peut pas tenir compte de tout. Et donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler en astrologie. Parce que l'astrologue a vraiment le sentiment qu'il arrive à synthétiser les choses. Mais en fait, ça ne marche pas si bien. À propos de complexité, donc il ne faut pas regarder tout le tableau, hein, je vais vous dire ce qu'il faut voir là-dedans. Je vous ai parlé des angles astrologiques, et quand les planètes tournent autour du zodiaque, elles vont faire des angles avec un petit peu chacun des facteurs. Elles vont avoir au moins 8 angles à faire avec chacun. Et donc, on peut compter combien d'angles peuvent être faits, par exemple, en une vie humaine, c'est-à-dire 84 ans. Donc là, c'est très technique, peu importe, vous avez les astres errants, donc, qui vont être au pluriel d'ailleurs, sur la gauche. Et sur la droite, j'ai indiqué le nombre d'aspects qui se produisent en 84 ans. Si l'astrologue voulait vraiment tenir compte de tous les aspects de l'astrologie, je ne sais plus, il y a un peu plus de 100 et quelques mille aspects qui vont se produire dans la vie d'un seul individu, sachant qu'un astrologue a des centaines de clients au cours de sa carrière. Donc c'est un projet impossible. Heureusement, en fait, tous les aspects ne sont pas utilisés. C'est essentiellement la Lune qui va très très vite, qui en produit un maximum, qui en produit plus de 100 000. Donc la plupart des astrologues ne tiennent pas compte des aspects de la Lune, en tout cas pour faire des grandes interprétations, mais il y en a quand même certains qui le font. Donc ces personnes-là ne doivent pas se rendre compte. Après, si on tient compte simplement des aspects des planètes les plus lentes, qui sont celles que vraiment interprètent les astrologues, c'est-à-dire à partir de Mars, et bien de Mars jusqu'à Pluton, qui est conservé pour l'astrologie, là on arrive déjà à près de 5000 aspects sur une vie. Donc ce sont des chiffres qui sont absolument énormes, et si l'astrologue voulait vraiment une synthèse globale, produire quelque chose sur ne serait-ce qu'une vie d'individu, encore une fois, c'est un projet qui n'est pas vraiment réalisable. Et après, on peut se poser la question qui en découle, si vraiment il y a trop de choses à interpréter, comment peut-on prévoir? Comment peut-on prévoir, se projeter dans l'avenir si on veut tenir compte de tout? Donc en fait, l'astrologue ne tient compte que de certains aspects. Il va voir selon un peu ce qui l'intéresse, et la prévision aussi est toujours partielle. Et donc on passe à la quatrième partie. Cette fois-ci, on passe à interpréter le faux par l'astrologie. La question que je vais poser, dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est celle de l'interprétation à partir de données qui sont erronées. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut quand même interpréter les choses quand on n'a pas la bonne carte du ciel? Et en fait, ça m'est arrivé déjà moi, quand j'étais astrologue, de me tromper, tout simplement, en saisissant les données de naissance, se tromper d'un chiffre, se tromper d'un mois, ce genre de choses.
Et quand on s'en rend compte tout de suite, ça va, mais quand on s'en rend compte après avoir commencé à interpréter, il y a un malaise qui se crée, parce qu'on ne se rend pas compte de l'erreur pendant qu'on interprète. Et ça m'est arrivé une fois ou deux de voir des astrologues professionnels se tromper. Donc là, l'exemple que j'ai en tête, c'est une personne qui a interprété une biographie, je ne sais plus la vie d'une personne célèbre, et qui donc était partie sur l'interprétation d'un tas de configurations, et donc elle arrivait à retrouver plein de choses. Je ne sais plus si c'était un artiste ou... Donc elle arrivait à retrouver un peu les idées qu'il avait eues, qu'il avait développées, son feeling, etc. Jusqu'à ce qu'un de ses collègues lui fasse remarquer qu'il avait un doute sur la date qu'elle avait prise, pour la date de naissance. Et effectivement, elle s'était trompée, je ne sais plus, c'était je crois d'1 an ou 2 ans, donc c'est dramatique. Et donc, c'était assez terrible comme situation, parce que la personne était sincère, c'est quelqu'un d'honnête, je la connaissais bien. Et donc, au début, elle a essayé de nier, elle a vérifié elle-même, elle s'est rendue compte que c'était faux, qu'il y avait une erreur, et pourtant ça marchait quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et donc, dans ces cas-là, son premier réflexe, ça avait été de se dire, bon, quelles sont les configurations dans les deux ciels? Est-ce qu'il n'y aurait pas les mêmes? Certaines qui reviennent, surtout celles que j'ai interprétées. Donc il y en a toujours une ou deux qui reviennent, ouf, mais il y en a plein d'autres qui n'y sont plus. Et donc obligé d'admettre son erreur, d'arrêter. Mais c'était terrible, parce que vraiment, ces interprétations collaient très très bien. Et dans ces cas-là, que doit se dire l'astrologue? Mais ça peut marcher même si tu n'avais pas la bonne date. Il y a un gros problème. Un autre problème des fausses dates, c'est donc un petit peu à partir de là. Je m'étais amusé, c'était juste après le krach boursier, justement, à aller interroger un peu les astrologues. Et en fait, donc forcément ça se passait mal, parce que je leur posais des questions un peu critiques, et en essayant de rester positif, mais simplement leur demander, leur poser certaines questions qui ne se posent pas toujours. Et en fait, à un moment, ça arrive, quand on tient trop de place, l'astrologue, il y en a toujours un qui nous demande, mais quelle est ta date de naissance? Parce qu'ils veulent savoir un petit peu pourquoi je pose des questions bizarres, pourquoi je pose des questions interdites, ce genre de choses. Et donc, en ces cas-là, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais je m'étais amusé à donner des dates de naissance prises au hasard. Et donc, en vérifiant quand même qu'elles n'avaient rien à voir avec mon propre thème de naissance, et puis je leur donnais un petit peu la matière, et puis c'était toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils allaient retrouver dedans ce qu'ils cherchaient. En fait, ils venaient chercher des questions gênantes, un esprit malsain, quelque chose de très négatif, ils le trouvaient toujours. Et donc, ça marchait, ça marchait bien. Quand je leur disais que c'était pas la bonne date, c'était assez terrible. Franchement, je me heurtais à de la colère, et assez rapidement, j'étais expulsé du forum, en fait. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire. C'est très simple, il suffit d'aller sur les forums, et puis vous discutez un peu, et quand on vous demande votre date, vous en donnez une autre. Et vous verrez, tant que vous ne dites pas que c'est pas la bonne, ça marche bien. Autre chose, dans le cadre des données astrologiques erronées, certains horoscopes qui ne sont pas faits par des astrologues et qui ne sont pas faits non plus à partir de logiciels d'astrologie. Il y a des petits malins qui ont compris que l'horoscope étant très banal et très vague, en fait on pouvait tout simplement recopier des tas d'horoscopes différents, mélanger un petit peu les énoncés, et puis les ressortir en créant de nouveaux horoscopes. Donc là vraiment qui n'ont rien à voir avec le signe des gens, avec la date, vraiment au hasard. Et en fait, il y a des horoscopes qui sont comme ça, qui sont faits comme ça, et qui ont leur lecteur. Et pour leur lecteur, ça marche aussi. Et donc, au mois de novembre l'année dernière, j'ai été contacté par une journaliste qui avait repéré en fait qu'il y avait une astrologue à qui elle avait écrit plusieurs fois, qui ne répondait pas. Et en fait, elle avait appelé la boîte qui était censée la rémunérer. Et en fait, elle n'a jamais pu obtenir contact, car, semble-t-il, cet astrologue n'existe pas. Et en fait, cet astrologue, officiellement, publie dans plusieurs magazines. Donc c'est une pratique qui existe et qui semble satisfaire le lectorat aussi bien qu'un véritable horoscope. Autre chose qui est sympa, c'est la question des relevés d'heures dans la maternité. Donc ça, il y a déjà très longtemps, il y a des sceptiques qui s'étaient interrogés, qui étaient allés vérifier un petit peu comment étaient notées les heures dans les maternités, parce que pour des astrologues, il faut être très précis, sinon il va avoir peur de dire n'importe quoi. Et en fait, en regardant un petit peu toutes les heures qui sont listées ici et là, il s'était rendu compte que les heures rondes revenaient beaucoup plus souvent. 9h, 9h15, 9h30, et pas 9h18, 9h22, 9h33. Et en fait, est-ce que c'est vraiment étonnant? La sage-femme, je ne sais pas qui note l'heure de naissance, à quoi bon être précis à 3 minutes près, ou c'était à peu près écart, c'était à
peu près moins quart. Et en fait, ce sont des choses qui sont habituelles. Donc bien des astrologues ont travaillé sur des données qui étaient à ce niveau-là approximatives. Alors quand on dit approximative, c'est pas à 200 près non plus, mais pour ceux qui veulent une précision absolue, là, on voit bien que malheureusement, ce n'est pas le matériau de travail habituel. Autre chose que je vais juste évoquer, parce que c'est compliqué, c'est très technique, la façon dont sont faits les horoscopes, en fait, étant donné que l'astrologue a très peu de place pour faire donner sa prévision, et qu'il techniquement il dispose de pas beaucoup d'informations, il va utiliser des configurations habituelles en astrologie, lesquelles s'étendent sur certaines zones du zodiaque, mais les zones en question sont moins larges que les signes astrologiques. Ce qui fait qu'il y a parfois une partie du signe astrologique qui est concernée par tel ou tel carré, tel ou tel trigone qui est positif, que l'astrologue peut attribuer à l'ensemble du signe et qui en fait ne concerne qu'une partie du signe. Donc en plus, il y a des tas de personnes qui écoutent leurs prévisions astrologiques dans l'horoscope qui parfois ne les concernent même pas en fait. Donc c'est pour ça notamment qu'Elisabeth Tessier disait qu'il fallait absolument qu'il y ait des décans dans l'horoscope pour que le signe astrologique soit coupé en 3, ce qui permet de réduire un petit peu la marge d'erreur. Mais au lieu de tomber des fois à des erreurs du style 75% des personnes ne sont pas concernées, avec les décans, on peut tomber à 30% des personnes ne sont pas concernées. Donc il reste encore des marges comme ça qui sont assez horribles. Et bon, techniquement, ça n'a pas l'air de trop intéresser les astrologues de se corriger, de viser vraiment la précision. Donc, moi, ce que je retiens de ce genre d'exemple, ça fait pas mal de cas que j'ai déjà observés, c'est qu'en fait, l'astrologue n'a pas toujours les moyens de distinguer entre une interprétation qui est vraie et une interprétation qui est fausse. Parce que fausse, vrai, qu'est-ce que ça veut dire pour l'astrologue? Très souvent, il suffit que l'interprétation ou que les planètes, les symboles correspondent au sens qu'il peut trouver dans une situation, ou faire ressortir d'une situation, pour qu'il en soit satisfait. La correspondance en astrologie, c'est le critère. Mais le problème, c'est quand la donnée est fausse, la correspondance peut être là, mais la donnée est fausse. Donc finalement, l'interprétation est fausse aussi. La correspondance, ce n'est pas un critère, malheureusement, qui nous permet de dépasser la question du vrai et du faux. Donc en fait, les astrologues, souvent, dedans, restent opposés du vraisemblable. Ça correspond, mais est-ce que ça marche? C'est pas du tout la même question. Donc je crois que c'est le dernier exemple que je vais donner pour interpréter le faux par l'astrologie. Donc là, c'est vraiment une question astronomique en fait. Et pour montrer que cette question-là, en tout cas, a été soulevée par des astrologues eux-mêmes. C'était dans les années 70. Un courant astrologique qu'on appelle les conditionnalistes s'est créé après que certains d'entre eux aient vu que techniquement, il y avait des choses qui n'allaient absolument pas dans la construction même des thèmes de naissance. Donc il y a des livres ont été écrits, des débats ont eu lieu, des affrontements même, et un nouveau courant donc est apparu. Il y a plusieurs exemples de critiques qui ont été faites par les conditionnalistes. L'une d'entre elles considère le repérage des planètes dans le ciel. Donc j'en ai pas parlé ce soir, c'est très complexe. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les astrologues n'interprètent pas les positions exactes des planètes sur la voûte céleste. En fait, tout simplement parce qu'ils utilisent des techniques qui nous viennent de l'Antiquité et de l'astronomie classique. Et en fait, à ce moment-là, on ne maîtrisait pas complètement le mouvement des astres. Il a fallu attendre Kepler déjà pour que ça s'améliore un peu. Kepler, c'est aux alentours de 1600. Et auparavant, les mouvements étaient très difficiles à prévoir, donc on prévoyait à peu près. Le problème, c'est que les astrologues ont gardé ces techniques. Donc, sauf les conditionnalistes qui, eux, depuis 40 ans maintenant, ont changé leur technique. En résumé, si vous voulez, là, les deux images que je vous ai mises, c'est la même situation. Donc, si on prend celle du haut pour commencer, en fait, on voit l'astérisme de la constellation du Lion qui se lève, mais peu importe que ce soit le Lion. La ligne verte que vous voyez, c'est la ligne d'horizon. Donc, réellement, en dessous, on ne peut pas voir les étoiles, en dessus, elles sont levées, comme les planètes. Donc là, à ce moment-là, Mercure et Jupiter, par exemple, sont levés. Les astrologues devraient donc interpréter Mercure et Jupiter comme levés, et puis donc on va voir dans l'image en dessous qu'une autre planète n'est pas loin, c'est Vénus, qui est ici. Donc la ligne d'horizon, c'est la ligne verte, toujours, et puis Jupiter et Mercure sont bien là-haut, comme ici. Vénus, donc, n'est pas encore levée.
Le problème, c'est que la technique astrologique fonctionne comment ici? Si vous voyez, la bande jaune, c'est la bande zodiacale que j'ai fait voir au début. C'est donc le zodiaque des signes, dans lesquels on trouve toujours des astres errants. Et en fait, comme je vous disais, les astronomes d'antan, les astrologues, tenaient compte de positions moyennes, on va dire, des astres, et bien en fait, toutes les positions sont rapportées à la ligne rouge qui est là, qu'on appelle la ligne écliptique. Et les astrologues suivent les avancées et les reculs des astres errants sur l'écliptique. C'est-à-dire qu'en fait, la planète, on dit qu'elle est projetée. Géométriquement, la planète est projetée sur la ligne avec un angle droit. Donc Mercure est là, Jupiter est ici et Vénus est là. Mais pour l'astrologue traditionnel, Mercure en fait est ici, Jupiter est ici et Vénus est là. Donc en fait, pour l'astrologue, les trois planètes sont levées. Elles sont en dessus de l'horizon. Or, en astrologie, quand on regarde le zodiaque, il se trouve que quand on passe la ligne d'horizon, eh bien, ce n'est pas tout la même chose, parce que d'un côté, sur cet exemple-là, on a la maison 1, de l'autre, la maison 12, qui n'amènent pas les mêmes interprétations. Ce sont des critères comme ça qui ont fait que les astrologues sont venus critiquer les techniques traditionnelles en disant « mais regardez, à ce moment-là, Vénus n'est pas levée, mais vous l'interprétez comme si elle l'était. » Et donc, la critique existe, une partie des astrologues en tient compte, c'est une minorité en fait, parce que les conditionnalistes ont développé une astrologie bien plus complexe que celle qu'on a à l'astrologie traditionnelle. Donc la grande majorité des astrologues ne tiennent pas compte en fait de ces remarques. Il y a même des astrologues, moi je trouve ça sidérant, qui utilisent en fait les deux astrologies. Donc soit l'une, soit l'autre. En général, c'est l'astrologie traditionnelle qui est utilisée. Et si il manque des choses, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, ben, on fait un thème en astrologie conditionnaliste, les positions, certaines changent un petit peu, ça donne de nouvelles interprétations, et j'ai vu des astrologues qui étaient satisfaits. Et comme ça, ils utilisaient les deux systèmes, alors que le deuxième a été construit contre le premier. Ça fait partie des contradictions comme celle-là. Bien sûr, ça marche, hein. Ça marche toujours. C'est le problème. Cinquième partie, est-ce que ça marche vraiment? Donc j'ai été très ironique jusque-là. Là maintenant, j'aimerais qu'on pose une autre question du ça marche, mais du point de vue un petit peu plus scientifique. Donc avec un peu plus de chiffres, de statistiques, ce genre de choses. En fait, quand on confronte l'astrologie au test, donc on appelle l'expérimentation en sciences, on le fait avec énormément de sécurité. Notamment, on essaye de trouver tous les pièges que peuvent tendre, on va dire, une discipline qui est complexe. On traite ça avec les statistiques, avec donc les probabilités. En astrologie, bien sûr, on ne fait pas ce genre de choses. Après donc une fois que l'expérimentation, le protocole est défini, une fois que l'expérimentation a eu lieu, on interprète les résultats. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, énormément d'expérimentations ont été faites sur l'astrologie par des scientifiques, sans des astrologues, avec des astrologues. Ça dépend de tout, il y a de tout. Depuis quelques dizaines d'années, énormément d'expérimentations ont été réalisées. Elles sont, on va dire, négatives à 99, et quelques pourcents. En général, ça ne marche pas. Exceptionnellement, ça peut marcher. Et le fait que ça marche exceptionnellement, ça peut s'expliquer aussi tout simplement par le hasard. Quand les expérimentations sont en cours, de toute façon, elles ne marchent plus. J'en ai sélectionné 3 pour dire que c'est quand même étrange parce que l'astrologue et les clients sont satisfaits de leur travail, de leur activité, il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, par exemple, une des expériences classiques consiste à proposer à des sujets de retrouver leur thème de naissance parmi 3 descriptions, qui sont donc établies par des astrologues. Parmi ces 3 descriptions, il y en a une qui est la leur, donc de leur carte de naissance, et il y en a 2 autres qui ont été tirées au sort, au hasard, parmi les autres sujets de l'expérience. C'est toujours le même résultat, c'est-à-dire que les réussites se chiffrent à 33%, ou aux alentours de 33%. 33%, c'est une chance sur 3. Une chance sur 3, c'est un tirage au sort. Autrement dit, l'astrologue, qu'il soit expérimenté ou pas, à ce genre d'expérience, quand il n'a pas la personne devant lui, réussit aussi bien que s'il tirait au sort le thème. Alors, j'ai rajouté plus si familier d'astrologie. En fait, c'est très important, je ne le faisais pas au début,
de demander aux personnes qui participent à l'expérience, au sujet, s'ils connaissent l'astrologie, s'ils en sont familiers ou pas. Et donc, quand ils en sont familiers, si soit on les intègre à l'expérience, donc on fait monter les résultats. Oui, puisque c'est le sujet, c'est normal. Je m'indique par rapport à celle d'après, mais donc ça c'est bon. Si le sujet doit retrouver son thème et qu'il est familier de l'astrologie, c'est pas très étonnant qu'il le retrouve, puisque si c'est pas exactement les mêmes mots qui sont employés, il va pouvoir retrouver les symbolismes. Ça sera plus facile pour lui de retrouver son thème parmi les thèmes proposés. Dans ces cas-là, les résultats sont supérieurs. Donc dans ces expérimentations, on a l'habitude de mettre de côté les gens qui croient en l'astrologie, mais aussi ceux qui ne croient vraiment pas. Les vrais sceptiques qui disent ce n'est pas possible, c'est des conneries, etc. On les enlève aussi d'expérimentation, parce qu'on pourrait les soupçonner de faire pencher des résultats de l'autre côté. Et donc, on conserve les personnes qui disent plutôt qu'elles ne connaissent pas le sujet. Et dans ces cas-là, les résultats restent une chance sur 3. Une autre expérimentation qu'on peut citer, où cette fois-ci, c'est un astrologue à qui on demande de retrouver une carte de naissance. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait établir un portrait psychologique à des sujets, par donc un test, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est un test reconnu. Et en fait, on lui donne donc à choisir parmi deux profils, deux portraits distincts. Et donc, il choisit. Comment 50%. 50,2, c'était le résultat là. C'est-à-dire une chance sur 2. Encore une fois, il a réussi comme si il tirait au sort. Les chiffres sont assez terribles en fait. Une autre expérimentation dont j'aime bien parler, qui est très différente, qui a été réalisée donc, en 1958, à partir de 1958 à Londres, auprès de 2000 personnes. Donc entre le 3 et le 9 mars 1958, donc des personnes ont été suivies à partir de ce moment-là, et on s'est amusé à croiser en fait, à leur faire répondre à un questionnaire. Et on a croisé un petit peu les réponses en cherchant s'il y avait des similitudes de destinée ou de tempérament. Donc, pouvaient-ils vivre les mêmes événements? S'était-il marié au même moment? Avait-il eu le même nombre d'enfants, etc. Ou de tempérament? Et en fait, tous les résultats sont révélés négatifs. Si on est précis, il y a eu quelques résultats positifs, mais étant donné qu'on observait un grand nombre de critères, donc les théories prévoient que si on observe un grand nombre de critères, il y aura des résultats positifs. On peut même prévoir à peu près combien. Et donc c'est ce qui s'est produit, c'est exactement ce qui s'est produit. En quoi cette expérience est-elle intéressante? Elle est intéressante parce que souvent les astrologues se plaignent que quand on compare les destins des gens ou les tempéraments, il y a des écarts à la naissance, soit de plusieurs jours, soit de plusieurs heures, ou même de quelques minutes. Grâce à cette méthode, ça permettait vraiment de comparer les personnes qui étaient nées très proches les unes des autres. 2000 personnes nées sur 5 jours, on arrivait à avoir ce qu'on appelle des jumeaux astrologiques, donc qui étaient nés à peu près à 2 ou 3 minutes d'écart. Donc très très proche dans le temps, et puis à Londres, vraiment au même endroit. Donc réellement, c'est une expérimentation qui démontre que l'astrologie ne permet pas simplement avec la date de naissance de prévoir que les gens vont avoir les mêmes destinées, le même tempérament. En tout cas, c'est plus compliqué que ça. Donc, la science a quand même pas mal étudié l'astrologie. Des expérimentations ont été faites, je le répète, avec des astrologues, très souvent, notamment aux États-Unis, et les résultats sont négatifs. Donc, c'est étrange parce que l'astrologie marche en consultation, mais elle ne marche plus quand l'astrologue et le sujet ne sont plus en fait ensemble. Donc, c'est vraiment la grosse différence entre le ça marche des astrologues auxquels répondent ça ne marche pas les sceptiques. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Je continue. Ah oui. Donc quand j'étais astrologue, il y a quelque chose que j'aimais bien faire, et puis que tous les astrologues aiment bien faire. Boire un coup. Boire un coup. Et donc c'est assez classique, c'est vous parlez avec quelqu'un, et puis quand vous êtes astrologue, vous avez l'habitude automatiquement, vous essayez de le classer, vous vous demandez, lui, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est scorpion, taureau, verseau, etc. Ah tiens, je le verrai plutôt comme ça ou pas. Et puis, au moment vous demandez quand même. Et puis,
vous êtes plus ou moins surpris. Et l'astrologue qui fait ça, souvent pour montrer la carte de naissance de la personne à côté, parce que quand ça marche, il avait raison, mais s'il ne trouve pas le bon signe, ah mais il peut y avoir une autre raison. Et donc vous avez vu que les cartes sont complexes, il y a plein d'astres de partout. Et donc je me suis amusé à calculer les probabilités, il y a longtemps que je voulais le faire, donc ça a été l'occasion. Si par exemple, je sais pas, je discute avec quelqu'un et j'ai l'impression qu'il y a du scorpion qui se dégage, c'est clair, la façon dont il parle, dont il est un peu piquant, comme on dit, ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il a du scorpion, est-ce que c'est un scorpion ou pas? Alors l'astrologue va vous dire, attention, sentir le signe des gens, bon, c'est pas facile, hein, on n'est pas dans la voyance non plus. En plus, c'est pas le signe qu'on sent, ça serait plutôt l'ascendant. Parce que selon le symbolisme de l'astrologie, l'ascendant, c'est ce qui décrit l'image. C'est l'image que la personne renvoie. Et donc, ça serait plutôt l'ascendant qu'on va sentir. Donc, la question c'est, indépendamment de la validité de l'astrologie, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, quelle est la probabilité d'avoir du scorpion? Au sens où ça valide le feeling de l'astrologue. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir n'importe quelle planète en scorpion pour dire vous êtes scorpion. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Et donc, eh ben, demandons-nous. En fait, si on, comme je vous disais, c'était l'ascendant qu'on recherche simplement, si l'astrologue se disait en fait lui avant, j'aurais raison si l'ascendant est en scorpion. Bah, il y a une chance sur 12, à peu près 8,33% de chance de réussir, ce qui est pas beaucoup. Mais en fait, quand on est astrologue, on sait qu'il n'y a pas que l'ascendant qui peut dégager du scorpion. Si évidemment le soleil est en scorpion, c'est votre signe de naissance, on est vraiment en scorpion, donc ça expliquerait pourquoi on dégage du scorpion. Donc si on a l'ascendant ou le soleil en scorpion, c'est déjà pas pareil. On a à peu près 16% de chance, n'importe qui a 16% de chance d'avoir l'ascendant ou le soleil en scorpion. Mais il y a une autre planète qui est très importante en astrologie, c'est la Lune. La Lune, c'est ce qui renvoie un petit peu aux émotions, aux ressentis, à l'intériorité. Et quelqu'un qui a la Lune en scorpion, comme n'importe quel signe, en fait, ce qu'elle va dégager sur le plan émotionnel va être teinté de scorpion. Donc si on cherche si c'est l'ascendant, ou bien la Lune, ou bien le Soleil qui est en scorpion, les chances de réussir simplement par hasard, pas qu'il y ait vraiment du scorpion, et bien cette fois-ci on arrive à une chance sur 4, presque 25%. Donc on pourrait en faire beaucoup comme ça, mais j'ai simplement rajouté Mercure. Mercure, je vous ai dit, c'est la façon dont la personne communique, dont elle s'exprime, dont elle manifeste ses idées. Donc le scorpion peut aussi se dégager comme ça. Si on rajoute Mercure, on arrive quasiment à une chance sur 3. Mais il ne faut pas oublier Pluton, qui est la planète du scorpion. Et donc, Pluton étant la planète du scorpion, tous ceux qui ont certaines configurations de Pluton dans l'antenne, en fait, ont du scorpion, forcément, et dégagent du scorpion. Alors, sans me dire que je mets Pluton sur toutes les planètes, sinon ça serait trop facile, j'ai simplement retenu Pluton sur l'ascendant, sur le Soleil ou sur la Lune. Si Pluton est en conjonction avec l'un de ces trois paramètres, c'est-à-dire si elle est proche de l'un de ces trois paramètres, alors dans ces cas-là, les probabilités augmentent encore. Parce qu'en fait, dans le zodiaque, il y a 360 degrés, dans le cercle du zodiaque, dans la couronne en tout cas, et qu'est-ce qu'une conjonction? Une conjonction, c'est une zone qui fait à peu près 20 degrés de large. C'est-à-dire par rapport à un paramètre, c'est 10 degrés avant ou 10 degrés après. 20 degrés sur 360, ça fait à peu près une chance sur 18. Donc si on intègre le fait qu'une conjonction de Pluton sur l'ascendant, le Soleil ou la Lune puisse se faire dire à l'astrologue, ben voilà, c'est ça que j'ai senti en fait. Là, cette fois-ci, c'est 16% des cas qui sont concernés. Alors 16%, c'est juste par la conjonction. Si on fait le total maintenant, c'est-à-dire le 29% en dessus avec les trois Soleil, Lune, Mercure en Scorpion, plus les possibilités d'une conjonction, en fait, on arrive à peu près à 45% de chance pour qu'une personne ait l'un de ces facteurs qui soit donc proche qui ramène au Scorpion. Donc quand on fait cette expérience, on a à peu près une chance sur 2 de réussir. Et sachant que chaque astrologue dans ses recettes, en fait, lui peut trouver encore d'autres configurations que j'ai pas mises ici et qui pourrait lui dire « Ah, mais c'est ça que j'ai ressenti ». Donc, je voulais juste parler de cette habitude qui est très très courante chez les astrologues, et encore plus chez les astrologues amateurs, et en fait pour dire qu'on a l'impression qu'on a très très peu de chance de trouver le truc, mais en fait c'est courant. Il y a beaucoup de chances de réussir seulement par hasard.
Parce que finalement, 45% des personnes ont du Scorpion, selon ces paramètres-là, qui sont des paramètres importants en astrologie. 45%, presque une personne sur deux. Ça aussi, c'est le genre de chiffre qui dissonne, on va dire, dans l'esprit des astrologues. Puisque normalement, il y en a plus d'une sur 12. Et en fait, on se rend compte que si on croise vraiment tous les nombres qu'ils utilisent, on arrive à des proportions qui sont bien différentes de ce qu'ils croient. Donc pour ceux qui se posent la question, je vais utiliser les lois binomiales simplement, pour ceux qui connaissent. Donc les lois éperviers. Bien. Donc, maintenant qu'on a fait ce panorama un petit peu critique, un petit peu beaucoup, pourquoi est-ce que l'astrologue dit que ça marche? Et puis son client aussi. Quelle est la satisfaction dont il retire de la consultation? Donc je sépare les deux, puisque d'un côté, pour moi, il y a le technicien de l'astrologie, et de l'autre, il y a donc celui qui consulte, qui en général ne connaît pas la technique de l'astrologie. Donc le client, l'astrologue, est satisfait, parce que le thème est tellement complexe, il y a tellement de configurations, c'est vrai qu'il a toujours un petit peu de quoi nourrir sa réflexion. Quand quelqu'un vient le voir pour lui poser une question, qu'il peut lui répondre, il va chercher dans ses configurations, il y a toujours de quoi alimenter la conversation, alimenter un petit peu l'inspiration. Autre chose que fait beaucoup l'astrologue, c'est d'aller chercher dans les dates du passé, les événements, quelles étaient les planètes à ce moment-là, et donc s'interroger quelles sont les configurations astrologiques du moment, est-ce qu'elles correspondent bien à l'événement, et l'astrologue retrouve très régulièrement des configurations, pour pas dire tout le temps, qui lui permettent de retrouver le sens de l'événement. En fait, c'est comme ça que l'astrologue s'entraîne au départ. Il va prendre des dates, et puis il va essayer de retrouver un petit peu ce qu'il y avait dans les événements. Et quand il ne retrouve pas, et c'est là le problème, il part du sens qu'on a donné à l'événement, qu'il connaît, et il va essayer de le retrouver dans la carte pour se dire « Ah, mais c'est à cause de ça qu'il y avait ce à quoi je n'avais pas pensé ». Ça commence comme ça. Un autre type d'entraînement aussi, c'est de faire la biographie un petit peu des hommes célèbres, des personnes célèbres. On essaie de voir un petit peu quelles étaient leurs traits de personnalité qui ressortent des descriptions. On regarde leurs thèmes, on compare, on regarde les événements, quelles étaient les positions à ce moment-là, et c'est comme ça que l'astrologue se construit un petit peu une expérience. Le problème étant que d'un astrologue à l'autre, l'expérience n'est jamais la même. On ne trouvera jamais deux astrologues qui auront les mêmes conclusions et qui, à partir des mêmes cartes, pourront donner notamment les mêmes interprétations. Ça, c'est encore un autre problème. Donc l'astrologue a toujours des configurations à interpréter. L'astrologie, c'est efficace. On peut trouver des choses, on peut dire des choses avec, on peut s'inspirer de son symbolisme. Ensuite, au niveau de la satisfaction de l'astrologue, il peut toujours, quand il reçoit son client, c'est ce qu'il fait habituellement, faire le bilan un petit peu de nombre des configurations, lesquelles sont favorables ou défavorables, comme je les ai appelées, c'est-à-dire par rapport à la situation de la personne. Donc, quelle configuration expliquerait, entre guillemets, pourquoi il vit telle ou telle chose à ce moment-là? Donc ça, je vais qualifier ça de favorable, même si c'est négatif. Et puis défavorable, qu'est-ce qui contrecarre en fait la situation? Donc si la situation est positive, c'est qu'est-ce qui la contrecarre? Si la situation est négative, ça sera contraire, c'est qu'est-ce qui peut permettre d'espérer, d'être optimiste. Et en fait, à partir de ce qu'il trouve, il va construire ses interprétations et ses conseils. Alors bon, la pratique, c'est complexe. On ne peut pas résumer la pratique de l'astrologie en quelques lignes, mais il y a quand même des grandes lignes qui reviennent très souvent et qui peuvent expliquer pourquoi, en fait, on peut être satisfait de sa consultation quand on y va en se sentant mal, tout simplement, en espérant partir mieux. Donc, quelque chose qui est très pratique, c'est la question des transits. Je vous ai dit que les planètes tournaient autour du zodiaque, elles reviennent régulièrement, et en fait, elles vont à certaines vitesses, et l'astrologue peut prévoir à quel moment se forme une configuration, à quel moment elle se termine. Quand la personne vient la voir et que, par exemple, une mauvaise configuration est en cours, l'astrologue peut lui dire « Ah, mais cette configuration, elle va durer encore tant de temps. » Donc, en gros, il suffit de tenir, tenez bon, c'est bientôt fini ou pas, ça dépend si la planète est lente ou pas. Et en fait, que l'astrologie soit vraie ou fausse, la personne peut repartir en se disant « Mais voilà, donc dans 2 semaines, c'est fini, il faut que je serre les dents, et puis ça ira peut-être mieux après. » C'est le genre de choses qui permet de faire tomber au moins une partie des angoisses. Une deuxième possibilité, c'est au contraire de voir que bientôt une configuration favorable va se produire.
Donc c'est le même principe, en fait, on dit bah, attendez 2 semaines, 1 mois, 3 mois, et là il y aura quelque chose de bien, donc ça ira mieux à ce moment-là. En fait, en regardant toutes les configurations qui sont présentes, le dialogue s'instaure entre le client et son astrologue. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait entre l'astrologue et le client? On est là dans des stratégies. Donc, tel événement qui est propre à la vie de la personne, comment la personne peut faire avec cet événement, le contourner, le dépasser, etc. Et à partir de là, la personne va vraiment repartir avec plus ou moins une stratégie. Donc je dis plus ou moins parce que tout dépend si elle y croit ou pas, tout dépend si elle est autonome ou pas, dépendante ou pas, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, le principe c'est ça, c'est de repartir en se disant voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'arrive. Et donc c'est là que l'astrologie marche, en tout cas pour l'astrologue et le client, c'est qu'elle permet de produire de la nouveauté. Donc notamment des questionnements nouveaux. L'astrologue, interrogeant entre guillemets ces configurations, établit des relations qui, si elles ne sont pas reliées à la réalité, comme je le pense, permettent de faire des liens entre des choses qu'on ne lirait pas forcément, qu'on n'irait pas relier de nous-mêmes. Certaines choses même impossibles, et bien l'astrologue va dire mais est-ce que vous êtes bien sûr, est-ce qu'on peut pas, est-ce que vous avez bien pensé à tout, et essayer de produire en fait une autre lecture des événements, voire même proposer une autre solution, et notamment des actions à entreprendre. Et ce qui m'avait fait partir sur ce genre d'idée, c'était il y a quelques années, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que, en fait, pourquoi les hommes politiques consultent les astrologues? C'est une question qui revient souvent dans les médias et qui pose problème, et notamment certains hommes politiques importants. Par exemple, François Mitterrand, c'est le plus connu, et on peut se demander pourquoi François Mitterrand consultait une astrologue pour lui demander comment va la France et ce genre de choses. Mais si on part du principe que la pratique de l'astrologie peut provoquer de la nouveauté, peut générer de la nouveauté parce que l'astrologue est quelqu'un de créatif, parce qu'il relie par les symboles, les situations, parce qu'il peut faire penser à des choses auxquelles on n'a pas pensé, et bien justement, peut-être qu'une idée comme ça peut venir de la consultation, je parle pour l'homme politique, et puis en fait, tout simplement l'idée que lui n'avait pas eue, ou que ses conseillers autour de lui n'avaient pas eu, etc. Donc après, comment lui considère la consultation? Est-ce qu'il pense que l'astrologie marche, ou simplement que l'astrologue est créatif? Ça, c'est son problème. Souvent, il n'arrive pas à faire bien la différence, puisque l'astrologie, c'est un thème complexe, donc ils peuvent continuer de consulter en ayant un petit peu le sentiment que l'astrologie c'est du sacré et que ça marche, mais il n'y a pas besoin forcément que l'astrologie soit sacrée pour qu'elle puisse produire de la nouveauté en fait. Donc le client peut repartir en ayant quelques angoisses un petit peu différées ou des espoirs programmés, comme je le disais pour les configurations qui sont utilisées pendant la consultation. Et puis donc il peut repartir aussi avec certaines stratégies. Alors les stratégies, c'est pas forcément très élaboré, ça peut être des conseils tout simples, et notamment quand j'en parlais avec des astrologues, beaucoup me disaient que la plupart des consultations, en fait, on reste au stade du conseil amical. Simplement, le fait du bon sens, de conseiller les gens, de se comporter, je dirais, comme on le ferait quand on a l'expérience. Et très souvent, il n'y a même pas besoin d'astrologie pendant la consultation astrologique. On peut de temps en temps aller chercher, mais après, ça dépend des profils, ça dépend des personnes qui viennent nous voir. Donc, le client repart, en tout cas pour certains, avec certaines stratégies, ou simplement certains points de vue nouveaux. Et à partir de là, on peut expliquer un petit peu la satisfaction. Pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est parler de l'implication du client. C'est-à-dire que quand on vient voir l'astrologue, c'est qu'en général, vraiment, on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire que les méthodes habituelles n'ont pas marché. Donc, dans ces cas-là, on n'a plus rien à perdre, on peut toujours aller chercher au-delà. Ou alors, quand on a l'habitude et qu'on y croit, on peut voir l'astrologue justement parce qu'on a l'impression de sortir des déterminismes habituels. Mais quand on va voir l'astrologue, on parle avec lui. Il y a un contact, il y a une relation qui s'établit. Et en fait, l'astrologue réagit aussi par rapport à ce qu'on dit. Et il y a à partir de là quelque chose qui se passe et on a l'impression peut-être, en partie, de reprendre un petit peu le contrôle des événements.
puisqu'on essaye des hypothèses, l'astrologue est plus ou moins d'accord, il en propose d'autres, on est plus ou moins d'accord, parce que nous on sait ce qui n'est pas possible dans notre vie, lui il ne le sait pas forcément, et à partir de là, on construit quelque chose ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui peut expliquer aussi la satisfaction de l'astrologue. Alors que pourtant, on est d'accord, on ne parle pas du vrai, on ne dit pas que l'astrologue donne des bons conseils parce que l'astrologie est validée, parce que le système est simple, parce qu'il le maîtrise, etc. On a vu qu'il pouvait faire beaucoup d'erreurs et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de formation en astrologie qui prépare à maîtriser la complexité du système. Donc ça peut marcher, et puis la relation humaine, en fait, ne dépend pas forcément directement du système. Donc pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, j'ai placé deux citations que j'aime beaucoup. Une qui tourne dans le milieu astrologique, la première, et la seconde qu'on connaît moins, mais qui existe aussi. Donc la première, c'est Carl Jung, qui est connu très connu des astrologues, qui était un psychiatre, psychologue, et qui lui pratiquait un petit peu l'astrologie pendant ses consultations. Donc c'est plus ou moins connu. Et donc les astrologues ont bien cité cette phrase, donc je me suis renseigné, j'ai réussi à retrouver d'où elle venait. Et donc il explique que dans les cas de diagnostic psychologique difficile, je fais la plupart du temps dresser un horoscope pour disposer d'un autre point de vue, nouveau. Dans beaucoup de cas, les indications de l'astrologie contenaient une explication pour certains faits que je n'aurais pas compris sans elle. On retrouve là un petit peu ce que je vous disais, le fait que par l'astrologie, on peut faire des associations nouvelles, des associations d'idées, des associations de symboles auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et l'avantage du système, c'est qu'il y a tellement d'associations à cause des configurations astrologiques que c'est riche et ça permet justement après de réfléchir, on va dire plus facilement peut-être dans certains domaines, notamment quand ça ramène à du symbolique, comme dans ce domaine-là. Donc pour les astrologues, ce genre de citation, c'est du pain béni, puisque pour eux, vraiment, Jung, c'est quelqu'un qui, notamment, a pas mal influencé certains astrologues pendant le XXe siècle, leur a permis de développer d'autres types de questionnements que ceux qu'on connaissait auparavant. Et donc ce que moi j'explique simplement par la richesse du système, eux l'expliquent par la richesse de l'astrologie. C'est vraiment, ça prouve que l'astrologie marche, même Jung l'utilisait et il m'a expliqué que ça marche. Un autre grand homme, quand même, qui est bien connu aussi, c'est Kepler. Kepler, un astronome de l'alentour de 1600. C'est lui qui a démontré que les planètes tournaient autour du Soleil et sur des ellipses. Il a donc complété ce que disait Copernic. Et Kepler, donc, était astronome, il était astrologue aussi. Il était astrologue, et donc il y croyait. Il était très critique vis-à-vis de l'astrologie, mais comme la plupart des astrologues se critiquent entre eux. Et il a voulu fonder sa propre astrologie d'une certaine façon. Et donc lui, ce qu'il écrivait par exemple, c'est ça, c'est je joue moi aussi avec les symboles, mais je joue sans oublier que je joue. En effet, on ne démontre rien avec les symboles. On ne peut rien révéler à l'aide des symboles géométriques de la physique. Les choses déjà connues ne sont qu'adaptées. À moins que l'on le démontre par des preuves certaines, il ne s'agit pas uniquement de symboles, mais bien de descriptions de modalités par lesquelles deux choses sont liées et des causes de ces liens. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne suffit pas de faire une analogie pour que ça démontre que l'analogie est bonne. L'analogie peut exister, mais ça ne prouve pas qu'il y a une autre relation derrière, notamment une relation de cause à effet. Et donc, il ne faut pas simplement, du fait que l'astrologie ça marche, en conclure que l'astrologie c'est vrai. La question du vrai, la question des fondements, la question de la preuve, c'est une autre question. Donc j'aime bien opposer un petit peu ces deux explications. L'efficacité, ce n'est pas une explication. Donc, en résumé, qu'est-ce qui marche? On a dit l'interprétation est féconde, encore plus a posteriori. A posteriori, c'est quand on a des informations sur une situation. Au plus on a des informations sur une situation, et au plus il est facile, dans les symboles de l'astrologie, de retrouver un petit peu ce qu'on a envie de chercher. Dès que l'astrologue interprète une carte sans connaître la situation, automatiquement, c'est flagrant, les interprétations deviennent beaucoup plus générales, beaucoup plus vagues. C'est beaucoup moins précis, et puis après, il faut le guider. S'il n'est pas guidé, c'est beaucoup moins efficace. Donc les symboles sont très inspirants, et donc, comme je le disais, ils permettent la nouveauté, l'élaboration de nouvelles stratégies. Mais, en résumé de ce que j'ai dit auparavant, le système est trompeur, car il est très complexe,
Donc on a vu les erreurs que ça pouvait permettre de créer. La technique aussi peut se jouer avec l'astrologue. Il n'y a aucune méthodologie de sécurité. Les astrologues n'éliminent pas certaines procédures dont pourtant on peut montrer facilement qu'elles amènent à des interprétations qui sont ni vraies ni fausses, donc qui sont fausses. La satisfaction peut être là même si la donnée de naissance était erronée, par exemple. De la même façon, c'est encore autre chose, le milieu astrologique en fait n'est pas organisé. C'est-à-dire que les astrologues n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Ils ont essayé, notamment dans les années 90, ils ont été reçus au ministère du Travail, qui était prêt à leur proposer, parce qu'ils l'avaient contacté, pour essayer d'organiser la profession. Et en fait, quand les astrologues sont repartis, ils n'ont pas réussi à tous se mettre autour de la table. Donc ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et finalement la situation est restée la même. Il y a des courants différents qui se rejettent parfois les uns les autres, des techniques innombrables qui ne sont pas utilisées par tout le monde, des facteurs encore plus nombreux qu'on a montrés dans le super thème. Donc ça marche, ça peut donner de la nouveauté, ça peut inspirer, ça peut provoquer des questionnements sur soi, mais de là à ce que ce soit vrai, c'est un autre problème. Donc le thème de la conférence, c'était le système astrologique peut-il tromper son utilisateur? On a vu que oui. Donc en fait, ce que j'ai décrit là, on va dire dans les minutes qui précèdent, c'est quelque chose qui se rapproche à une problématique que je développe depuis quelques semaines et qui me fait comparer de plus en plus la pratique de l'astrologie et du brainstorming. Le brainstorming, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui est utilisée dans les entreprises, qui n'est pas scientifique du tout, c'est pas du tout sa prétention, et qui en fait consiste à réunir des personnes avec des profils différents pour s'attaquer à un problème que rencontre l'entreprise. Et en réunissant des personnes différentes, on va essayer de parler, de trouver des solutions. Mais ce n'est pas une réunion traditionnelle, au contraire, ça a été créé pour fonctionner différemment. Le principe, c'est qu'on se lâche. C'est-à-dire, on met de côté un petit peu les barrières qu'on aurait normalement, puisqu'on est professionnel, on sait qu'il y a des obstacles, et on se dit, tant pis, on imagine des choses. Et ça peut partir dans tous les sens, mais ça peut permettre vraiment d'imaginer des choses complètement nouvelles, et donc des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé tout seul. Vraiment, moi, c'est ce que je retrouve quand j'examine un petit peu la consultation astrologique. Les points forts du brainstorming sont la désinhibition des idées, c'est-à-dire le fait de pouvoir se laisser aller, lancer des idées qui sont reprises par d'autres ou pas, on rebondit dessus, etc. Et après, seulement à la fin, on voit ce qu'on peut en faire, mais on se laisse aller. Et en astrologie, c'est ce qui se passe, notamment grâce à l'analogie, le fait qu'on peut lier tous les symboles. Les symboles sont liés. Alors, comme le dit l'astrologue, c'est pas lui qui choisit de lier les symboles, ils le sont par des configurations qui relèvent du calcul astronomique, mais comme je vous l'ai dit, elles sont tellement nombreuses, ces configurations, que finalement, il a le choix. Donc, bien sûr qu'il ne choisit pas les configurations qui sont là, par contre, il choisit celles qu'il va interpréter et celles qu'il ne va pas interpréter. Les points de vue sont variés dans une réunion de brainstorming, puisque les profils sont variés, mais en fait, les symbolismes, donc les symboles, puis après les symbolismes astrologiques, sont très différents. Une réunion de brainstorming est menée par quelqu'un, il y a des personnes autour de la table qui sont là. L'astrologue, pour moi, ça se passe un petit peu la même chose pour lui, sauf que devant lui, ce sont les symboles de l'astrologie, ce sont les planètes de l'astrologie qu'il a. Or, les planètes, les symbolismes des planètes, sont inspirés par notamment la mythologie grecque et ce genre de choses, et auparavant, c'était des dieux. Donc les symbolismes, les symboles de l'astrologie sont très anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment les traits humains dans les symboles de l'astrologie. Et en fait, quand l'astrologue veut interpréter une situation, il peut très bien demander à Mercure, qu'en pense Mercure du point de vue des idées. Et puis qu'en pense Vénus du point de vue des sentiments, qu'en pense Mars du point de vue de l'énergie de l'action. Et en fait, on peut retrouver des structures, à mon avis, proches. La non-contradiction aussi, c'est quelque chose d'important dans le brainstorming, c'est-à-dire qu'on évite de se disputer pendant la réunion, on évite de dire « non, ça c'est pas possible, ça ne marchera pas ». Bon, ça peut arriver, mais l'état d'esprit n'est pas celui-là, on essaye d'aller de l'avant, et après on verra.
En astrologie, la non-contradiction, elle est omniprésente. Il n'y a pas de contradiction vraiment pendant la consultation. Si l'astrologue donne une mauvaise interprétation, le client va dire ben non, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Bon, bah, tant pis, on passe à autre chose, on en prend une autre. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec une autre configuration. Donc on n'est pas, parce qu'on n'est pas là pour prouver ou invalider l'astrologie. Pendant la consultation, on est là pour trouver des solutions aux problèmes des gens. Donc on avance, et puis on met de côté un petit peu ce qui ne marche pas. Donc les contradictions soulevées par la critique en général ne sont pas ce qui est appliqué pendant la consultation. Le système n'est jamais remis en question pendant la consultation. Tout à l'heure, je parlais d'implication. Justement, c'est aussi l'un des effets positifs des réunions de brainstorming. C'est-à-dire qu'au lieu que des solutions soient créées par des personnes qu'on ne connaît pas, par des responsables qui décident dans un bureau tout là-haut, là, l'équipe est là, les gens sont présents, ils échangent, ils voient l'avancée de la réunion, et puis finalement, le projet qui est décidé, ils vont participer à sa création. Le projet, c'est un petit peu le leur, à toute proportion gardée. Ça peut avoir comme effet par la suite que le même projet va être, va être suivi avec plus d'enthousiasme. Les personnes vont être plus engagées dans leur projet. C'est très positif pour l'entreprise. C'est vraiment moi ce que je retrouve chez le client qui repart satisfait de sa consultation avec l'astrologue. Parce qu'il a parlé avec l'astrologue. Ils ont parlé ensemble de sa vie. Il a donné son avis quand même. Il n'est pas venu seulement pour écouter ce que dit l'astrologue. Il y a vraiment un échange. La qualité de l'animateur est importante dans le brainstorming. C'est lui qui donne un peu la parole aux gens, qui peut alimenter la création des idées, etc. L'expérience de l'astrologue, c'est quelque chose de fondamental. Tous les astrologues reconnaissent que l'astrologue s'améliore avec le temps. Ça, c'est vrai dans toutes les professions. Mais en fait, la qualité de l'astrologue dépend aussi de sa formation et de son vécu. Et c'est intéressant de discuter avec différents astrologues qui ont des formations différentes. Beaucoup sont autodidactes ou purement astrologues. Mais comme de partout en France et dans le monde, le niveau des diplômés augmente aussi chez les astrologues. Et il n'est pas rare de croiser des gens qui ont fait un peu d'économie, qui ont fait un peu même de sciences, qui ont une formation plutôt artistique, plutôt littéraire. Et là, réellement, on voit qu'il y a aussi un état d'esprit qui est différent. Et en fait, chacun peut trouver un peu des choses différentes chez des astrologues différents. Et la qualité, en tout cas, de l'astrologue est importante. Si l'astrologue est bienveillant, si l'astrologue est à l'écoute de l'autre, s'il est productif, s'il est imaginatif, s'il est positif, ce sont les raisons pour lesquelles la consultation peut d'autant mieux se passer. Finalement, l'astrologie, est-ce qu'elle n'est pas d'abord une technique d'émergence d'idées sur laquelle on a greffé des questions abstraites, les questions des fondements, les questions de la physique, les questions métaphysiques? Moi, c'est vraiment le point de vue que j'ai en ce moment. Je pense qu'il est beaucoup plus simple d'expliquer l'astrologie en mettant de côté les problèmes des fondements, et puis on rend compte un peu des succès de la pratique. Après, les questions des fondements sont très importantes. On ne les met pas de côté pour les oublier, mais pour dire on les traite pendant les fondements. Pendant la question des fondements, ce sont des questions théoriques. Et ne pas oublier aussi que l'histoire de l'astrologie étant ancienne, en fait, les questions des fondements sont souvent posées avant même qu'on puisse vraiment examiner les fondements de l'astrologie. Donc, les fondements étaient déjà là, et puis les techniques se sont développées, mais les deux restent dissociés, on va dire. Et donc, justement, si le système astrologique est si riche et si capable de provoquer de la nouveauté et de l'inspiration, en fait, est-ce vraiment l'astrologie qui a traversé les siècles? Parce que quand on reprend les livres des astrologues d'il y a 200 ans, d'il y a 500 ans, d'il y a 1000 ans, ou d'il y a 2000 ans, on se rend compte qu'ils disent absolument pas les mêmes choses. Donc il y a bien sûr des grandes lignes qui reviennent, puisque les symbolismes, eux, sont toujours là, mais par contre, les interprétations ne sont pas les mêmes. Si on revient carrément à la naissance de l'astrologie, au début du zodiaque, on avait des interprétations du style le bélier, celui qui est en bélier va devenir éleveur, parce qu'il y avait beaucoup de ces bêtes-là en Mésopotamie, et aura probablement des troupeaux de vin. Donc ce genre d'interprétation, évidemment, on ne les fait plus. Quand on revient encore plus loin, même avant la naissance du zodiaque, en Mésopotamie, on avait d'autres interprétations du style si la lune se lève dans le brouillard, les ennemis attaqueront. Parce
qu'à ce moment-là, le ciel n'était pas distingué de la météorologie. Pour nous, c'est des choses différentes. Le météo, c'est proche de nous, c'est l'atmosphère, les astres, c'est loin. À l'époque, on n'avait pas les mêmes échelles de distance. Et des exemples comme ça, il y en a énormément en fait. Donc si on considère que ce n'est pas l'astrologie qui a traversé les siècles, mais plutôt son système, le système c'est le zodiaque, c'est les maisons, c'est les aspects, les angles, ça ne bouge pas. Mais par contre, toutes les interprétations qu'on pose dessus, les symboles, qui relèvent souvent des croyances de l'astrologue, peuvent varier d'une époque à une autre. Et en fait, le système traverse le temps. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'astrologie qui traverse le temps. Donc ça permet de remettre en question un argument classique des astrologues pour dire que l'astrologie, quand même, si elle traverse le temps, c'est bien que ça marche. Ça peut marcher, mais peut-être plutôt au sens où je l'ai expliqué ce soir. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais juste vous dire, avant qu'on passe aux questions, si vous en avez, je dois vous dire que la conférence est diffusée sur Internet en live et elle sera disponible donc a posteriori dès ce soir en fait, donc si vous voulez la revoir ou la faire suivre avec quelqu'un. Deuxième chose, quand vous posez une question, je vais tourner la caméra, donc si vous ne voulez pas apparaître parce que vous êtes cherché par la police ou quelque chose comme ça, il suffit de le dire et je ne retournerai pas la caméra. Autre chose, le micro fait office de bâton de parole pour éviter les débats qui partent dans tous les sens. Donc seul celui qui a le micro a le droit de parler, et si vous voulez qu'on vous entende, il ne suffit pas de le tenir à la main, il faut aussi le mettre devant la bouche, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Merci à Serge, on passe. Question? C'est toujours la première, la plus difficile. Ah, une main qui se lève. Oui, je voulais savoir, c'est un métier, si j'ai bien compris, qui est quand même très répandu. Combien il y a d'astrologues en France? Alors, le nombre n'est pas connu. En fait, puis sans parler des astrologues qui sont déclarés, ceux qui ne le sont pas, les astrologues eux-mêmes, que je connaissais, évaluaient le nombre à 2 ou 3 000 en France. 2 ou 3 000. Le problème, c'est que souvent, on entend plutôt les chiffres de la voyance. Et là, en fait, quand on mélange l'astrologie, la voyance, la tarologie, la chiromancie, je crois qu'on arrive à 50 000 ou 60 000 personnes donc, qui pratiquent. Donc les chiffres ne sont pas les mêmes. Vous avez parlé aussi de... Vous avez dit qu'il y a trop d'astrologues prévisionnistes. Ça veut dire que Mettez le micro sur mon entrée. Si vous pouvez le mettre droit. vous considérez que les autres sont quoi alors? Plus les gens qui vont se battre pour un développement personnel, une aide ponctuelle, comme tout ce qui est technique dans la psychothérapie? En fait, voilà, quand on est dans le milieu, ce qu'on appelle les prévisionnistes, c'est ceux qui revendiquent la prévision et donc qui en font vraiment tout le temps, qui passent leur temps à envoyer des articles aux autres astrologues en disant on va prévoir ce qui va se passer, etc. Et puis, pour eux, c'est quelque chose qui est très très important, en ce moment, les prévisionnistes. Les autres astrologues, il y en a quelques-uns qui ne font pas de prévision, c'est vraiment une minorité, et donc ceux-là ne veulent pas faire de prévision en disant on construit son avenir, il n'est pas déjà écrit, etc. La plupart sont entre les deux en fait. Parce qu'en fait, il faut bien voir qu'en astrologie, donc ça je ne vais pas pu en parler, mais c'est qu'en fait on interprète. Donc comme on interprète les choses, on interprète les configurations, quand elles sont au présent, bon, bah, c'est du présent, mais en fait quand on interprète au futur, ça revient à faire quoi? À faire une nouvelle carte et à l'interpréter. Sauf qu'on sait que c'est l'avenir. Donc en fait, la prévision, c'est quelque chose, l'interprétation sur l'avenir, c'est quelque chose qui est courant en astrologie. Ce qui se passe, c'est qu'après, tout dépend si l'astrologue est plus fataliste ou pas que les autres. Donc il y en a quelques-uns qui vont vous dire c'est comme ça, hein, ça va arriver, mais la plupart vont vous dire peut-être qu'il peut se passer des choses, ou encore différemment, peut-être que vous serez dans tel état d'esprit, ce qu'on appelle le climat astrologique. Et dans ces cas-là, en fait, il n'y a rien de prévu en soi. Donc, je sais que quand j'étais à la Fédération des astrologues, dans cette association, la prévision, c'était quelque chose qu'on essayait de mettre au second plan, en essayant d'accentuer justement sur l'astrologie de naissance. Et là, on rejoint une forme de caractérologie, en fait. Et effectivement, quand les gens viennent voir, on essaye de les interroger sur eux-mêmes. Et en fait, faire se poser des questions sur soi,
ce qui permet de développer une certaine philosophie au sens courant du terme, on va dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pardon. Vous avez parlé de psychologie aussi, de psychothérapie un petit peu. Un petit peu dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà, oui, sur la durée, la comparaison se fait. Depuis quelques années déjà, il y a un courant astrologique qui s'appelle l'astropsychologie. C'est-à-dire que vraiment des astrologues vont se former à la psychologie, donc soit tout seuls, soit il y en a même qui vont étudier à l'université, qui passent des ESS, ce genre de choses, enfin master, et donc qui essayent de développer vraiment une astrologie qui essayerait de se justifier par le biais de la psychologie. Un peu comme un outil pour avoir plus d'idées. Voilà. Oui, pour essayer de mieux se connaître, essayer de mettre à jour ces mécanismes de fonctionnement à soi. S'il vous plaît, quel rapport entre la bande zodiacale et la Voie lactée? Ah. Alors en fait, il n'y a aucun rapport. C'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous trouver une image. En fait, la bande zodiacale, si vous voulez, si ça je vais pouvoir trouver une image. Tac. Étant donné que les planètes tournent autour du Soleil, on peut se représenter ça vraiment approximativement comme un disque autour du Soleil. Donc si on prend le Soleil et qu'au tout alentour on crée un disque, en fait on a à peu près les trajectoires des planètes. Et vu de la Terre, en fait, étant donné que toutes les trajectoires ne sont pas exactement dans le même plan, il y a un décalage qui se produit. Voilà. Donc si on schématise le système solaire, c'est à peu près comme ça. On a le Soleil au centre, et aux alentours autour, on a les planètes qui tournent sur des ellipses. Donc elles sont approximativement dans un même plan, c'est pas tout à fait vrai. Quand on se met sur la Terre, et qu'on regarde les autres planètes vues de la Terre, comme les plans sont un petit peu décalés, ben ça fait qu'autour de la ligne rouge qui est au centre du zodiaque, ça fait des écarts en dessus ou en dessous. Donc là, c'est autour du Soleil, c'est vraiment très très proche de nous. On est vraiment dans le système solaire, donc ce sont des distances gigantesques à l'échelle de la Terre, mais très très petites à l'échelle de l'univers. Quand vous parlez de la Voie lactée, on n'est plus du tout à la même dimension. La Voie lactée, en fait, c'est un ensemble d'étoiles. Le Soleil est une étoile, parmi des milliards d'autres, lesquelles se regroupent et tournent ensemble, on va dire, et forment la galaxie, notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Cette galaxie, on est dedans. Donc quand on la regarde, elle est autour de nous. Étant donné qu'elle est assez aplatie aussi, ça ressemble assez à un disque, comme on la voit de l'intérieur, on voit aussi une bande, ou à peu près. Et cette bande blanche, c'est celle qui apparaît quand on est assez loin des villes, quand le ciel est vraiment noir, on voit une traînée qui fait donc tout le tour du ciel, et c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. C'est-à-dire que ce sont les milliards d'étoiles autour de nous qu'on voit en fait par la tranche. Les galaxies, c'est ces images stellaires qu'on voit qui sont en forme de spirale, vous voyez? Les galaxies, c'est ça, et la Voie lactée, c'est la galaxie dans laquelle nous on est. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. J'ai une question ici d'un internaute qui demande comment est-ce que vous êtes mis à douter de l'astrologie vous-même? Je crois qu'il me faudrait quelques heures pour répondre précisément à cette question. Comment je me suis mis à douter de l'astrologie? Tout simplement, voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé ma réflexion. Naïvement, au départ, je voulais prouver l'existence de l'astrologie, ça marchait trop bien pour être faux, c'était pas possible. Et donc, je commençais à pratiquer, mais je ne connaissais absolument pas les débats sur l'astrologie. Donc, je me suis initié au débat, j'ai commencé à lire un peu ce qui se faisait, les accusations, les critiques et les défenses des astrologues. Et comme j'avais une formation qui était scientifique et puis philosophique, eh ben, j'ai commencé à faire un petit peu le tri dans ces arguments. Et en fait, je me suis rendu compte que certains arguments étaient assez incontournables. Et là, j'ai commencé à me retourner vers les astrologues en privé, en demandant un peu ce qu'ils en pensaient. Et j'ai vu qu'il y a certains arguments auxquels ils ne savaient pas répondre, et surtout auxquels ils ne voulaient pas répondre. Et encore plus, des questions qu'ils ne voulaient pas se poser. Donc la plupart des questions que je vais poser ce soir sont des questions qui ne se posent pas en fait
dans le monde astrologique. Et c'est en voyant ces défauts de réponse que je me suis dit, bon, il faut que je commence à faire un peu du ménage, à faire le tri un petit peu. Donc j'avais rencontré Descartes dans mon cursus en philo, donc j'ai décidé de suspendre mon jugement, le temps de faire la part des choses entre les critiques, les réponses, essayer d'avancer un petit peu. Et donc ça a commencé, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Et le problème, c'est que petit à petit, j'ai mis à jour de nouvelles critiques, j'ai commencé à proposer les miennes. Et en fait, on arrive aujourd'hui à ce que mon analyse critique soit assez globale et que pour l'instant, je ne vois pas comment je pourrais revenir en arrière. Donc j'ai commencé à douter simplement en ayant une démarche philosophique, en essayant de remettre en question les choses et de m'attaquer honnêtement au problème, en essayant de trouver des solutions et en acceptant que l'argumentation des astrologues n'était pas parfaite non plus. Par rapport aux bandes du zodiaque qui ont été dessinées, vous l'avez expliqué il y a plus de 2000 ans, alors que l'astronomie est jeune, comment est-ce que les astrologues expliquent ces dessins ou ces schémas? Je ne comprends pas bien votre question. L'astronomie est jeune, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'elle est plus récente que les schémas qui ont été retrouvés en Grèce ou ailleurs. Vous êtes d'accord? Ah, ce que vous appelez les schémas, c'est les constellations en fait, les astérismes. Ce qu'on vous appelez le cercle du zodiaque. Oui, donc le cercle du zodiaque, c'est simplement. Et vieux, donc vous disiez que les premiers schémas dataient depuis 2000 ans. Oui, 2005 à peu près. Ouais. Voilà. Donc l'astronomie est récente. Et comment les astrologues expliquent ces anciens schémas? Est-ce qu'ils l'expliquent ou est-ce qu'ils ne cherchent pas à comprendre? Alors au niveau des fondements, comment ils expliquent comment c'est apparu en fait? Il y a des respirations. D'accord, ok. S'il y a une réponse. Hein. Alors en fait, les astrologues ne sont pas historiens et justement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de mythologie qui circule dans le milieu astrologique, c'est-à-dire qu'on imagine les origines de l'astrologie et en fait, on ne va pas vraiment voir ce qu'ont fait les historiens, qui par contre, eux, ont beaucoup étudié ces périodes-là, mais ils l'ont fait il y a un peu plus de à peu près 100 ou 200 ans, plus de nouvelles sources qu'on a eues pendant le XXe siècle. Donc en fait, les astrologues ne se posent pas vraiment la question, et réellement dans le monde astrologique, on a l'impression qu'il y avait déjà des astrologues à ce moment-là, qui déjà avaient observé les trajectoires des astres, les personnalités chez les gens, donc l'astrologie individuelle, et on avait l'aiguille, on peut y avoir 12 signes, et puis tel symbole à telle planète, etc. C'est l'histoire qu'on se raconte un petit peu dans le milieu astrologique. Quand on va consulter des textes, c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. Donc, malheureusement, les origines de l'astrologie sont vraiment imaginées dans le milieu. Oui, bonjour. Pour moi, l'astrologie, ça ne marche pas, mais c'est vrai. D'ailleurs, je vous renvoie tous à l'almanach pour les prochains millénaires de Maître Attal, Robert-Nodier, alias Rabelais. Je répète. C'était la page de pub. Autre question d'internaute. Parmi son foisonnement de symboles chez Kepler, ne peut-on pas réserver justement une part d'ironie au sujet de l'astrologie? Le problème de Kepler, c'est qu'il était très critique vis-à-vis des astrologues de son époque, et très critique vis-à-vis de l'astrologie populaire, c'est-à-dire celle qui faisait des prédictions, comme aujourd'hui finalement, on fait des prédictions, on les multiplie, et puis au bout d'un moment, il y en a toujours qui marchent, c'est ce que dit Kepler. Et en fait, donc, pour lui, comment dire, ce qui me gêne, c'est le terme d'ironie. En fait, ce n'était pas vraiment l'astrologie qui lui posait problème, c'était les astrologues. Après, en termes des fondements de l'astrologie, Kepler, de mémoire, rejetait les signes du zodiaque. Il rejetait la plupart des conventions en fait, de l'astrologie en disant que ce ne sont que des conventions. Par exemple, le taureau est un signe d'eau en astrologie. C'est vrai que donc c'est un signe de... Qu'est-ce que je raconte? Je recommence. Le taureau est un signe féminin, c'est un signe de terre, mais c'est un signe féminin en astrologie. C'est vrai que le taureau, c'est une image qui n'est pas du tout virile. Ce genre de commentaires, ça date de très très longtemps, et donc Kepler, c'était le genre de remarque qu'il faisait pour dire les fondements de l'astrologie, ça ne tient pas vraiment. Et lui avait quasiment tout rejeté du système astrologique et n'avait gardé que les aspects, les angles dont j'ai parlé ce soir.
Donc c'est pas évident de parler de l'ironie de Kepler vis-à-vis de l'astrologie, puisqu'il a essayé de la refonder avec ses idées de l'époque, et avec des critères qui n'étaient pas du tout scientifiques, évidemment. Donc qu'il était cynique, qu'il était critique, mais lui, il croyait quand même, enfin il croyait à la sienne, quoi. Comment vous expliquez cette réticence justement à avoir un recul, une critique par rapport à l'étude que vous nous avez montrée là tout à l'heure des 2000 dossiers, de 2000 personnes étudiées? Ça semble évident, je veux dire, vous bien tenir compte, même s'il y a des caractérités, il y a bien l'environnement, le niveau de l'évolution de conscience. Donc je suis un peu étonnée quand même que tous les astrologues et pas plus de réflexion par rapport à ça. On refuse aussi systématiquement des études de cette ordre. Donc je reformule votre question pour que ça soit enregistré pour la conférence. Donc pourquoi les astrologues ont-ils une telle inertie et pourquoi est-ce que des expériences comme les 2000 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, dans l'expérience de 1958, n'amènent pas les astrologues à se remettre en question et à remettre en question un peu leur connaissance? Je pense que les réponses sont multiples, évidemment. Par rapport à cette expérimentation, en fait, il y a d'abord une question d'information, je pense. C'est-à-dire que moi, je vous parle de cette expérimentation, mais elle n'est pas très très connue finalement, parce qu'on n'en parle pas régulièrement dans les ouvrages, dans les articles encore moins, les articles que vous trouvez dans la presse, il y a toujours les mêmes questions. Donc, pour ce qui est de l'argumentation critique, en termes d'information, déjà, c'est très limité. Ensuite, justement, la critique de l'astrologie, c'est quelque chose qui ne circule pas dans les milieux astrologiques. Les astrologues sont tellement enthousiastes de voir tout ce qu'ils peuvent produire comme interprétation qu'ils ont vraiment tendance à aller de ce côté-là et à ne pas trop se poser des questions critiques. Alors c'est une évidence, mais c'est vraiment parce que c'est désagréable. Et il y a aussi une question de croyance. C'est-à-dire que pour eux, l'astrologie, ce n'est pas seulement un outil, comme moi j'en parle en disant qu'il n'y a pas besoin de se poser la question des fondements. Pour eux, c'est quelque chose qui est bien plus fort, c'est quelque chose qui est supérieur à nous, qui est transcendant. Et donc, il y a une question de croyance. Et il y a un moment où on y croit, et c'est ce qui se passe en science, c'est que quand on nous met face à certains faits, on ne peut pas forcément les intégrer à nos modèles. Et là, il y a vraiment ce qu'on appelle une dissonance cognitive chez les astrologues. C'est-à-dire que s'ils étaient amenés à accepter certaines choses, ils seraient amenés forcément à en rejeter d'autres auxquelles ils sont très attachés. Donc ça, c'est déjà très très difficile. Il y a aussi un autre problème qui est très très courant en astrologie, c'est le problème de la formation, j'ai envie de dire, intellectuelle en général, et scientifique en particulier. Or, le raisonnement scientifique, l'information scientifique n'est pas du tout aisée ni à transmettre ni à recevoir. Et donc, il y a aussi comme ça des gens qui s'intéressent sincèrement aux arguments contre l'astrologie, mais qui ont du mal tout simplement à comprendre l'argumentation elle-même. Après, moi j'ai adapté mes remarques à l'astrologie parce que je la connais de l'intérieur, mais un critique qui critique l'astrologie de l'extérieur doit adapter certains chiffres, certaines procédures qui ne sont pas forcément celles des astrologues, donc en plus ils ne s'y retrouvent même pas. Et des fois on a vraiment l'impression, quand j'étais astrologue, j'avais l'impression que régulièrement la critique était hors sujet. Donc voilà, et puis après il y a une représentation du monde qui fait que très souvent, c'est quelque chose qui était classique il y a quelques siècles en arrière, où on idéalise en fait les anciens. C'est-à-dire, comme je le disais, les astrologues ne sont pas historiens. Et très souvent, leurs ancêtres, entre guillemets, les anciens avec un grand A, sont magnifiés et on a l'impression qu'au plus on remonte dans le temps, au plus les anciens avaient accès à une sagesse à laquelle on n'a plus accès. Donc, quelque part, il y a la valeur de l'astrologie d'antan, bien que ce ne soit pas en fait la même, qui vient contrecarrer les arguments de l'astronomie, notamment d'aujourd'hui. Donc il y a un conflit aussi à ce niveau-là. Et en fait, souvent, c'est plus une question de valeur que d'objectivité. Et il y a sûrement d'autres raisons encore. Oui, vous avez répondu en fait à la question que je voulais vous poser. Je vais essayer d'approfondir un tout petit peu, donc qui était que vous avez dit tout au long de votre exposé qu'en fait les astrologues s'intéressaient très peu au fondement, mais plutôt à la méthode. Donc c'est vrai qu'on peut se demander comment est-ce qu'on peut, à partir du moment où on n'a pas démontré l'irréfutabilité,
et les fondements d'un principe que l'on applique, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, en fait, sans se poser ces questions essentielles. Savoir qu'en mathématiques, d'ordinaire, je ne suis pas du tout formation scientifique, mais on démontre la validité d'un principe, d'un théorème, d'un postulat, et à partir de là, on l'applique sans le remettre en question sa pertinence, puisqu'on sait qu'il est valable, on sait que deux droites sont parallèles, donc elles ne se rencontreront jamais, par exemple. Donc c'est vrai que je trouve que la démarche de l'astrologue est un peu autiste d'une certaine manière. Enfin, je suis un petit peu provocateur, mais voilà, comment est-ce qu'on peut appliquer, d'une manière un peu aveugle, une méthode et très bien l'appliquer avec beaucoup de zèle et beaucoup de pertinence sans être sûr de sa validité dans tous les cas. Vous voyez, d'un point de vue un peu plus scientifique. Voilà, je trouve qu'il y a un paradoxe essentiel qui m'interroge. Alors, je vais répondre de plusieurs façons à cette question. La première, par rapport à ce que je viens d'expliquer sur l'idéalisation des anciens, en fait, chez l'astrologue, l'astrologie a déjà été prouvée. Ça fait plus de 2000 ans qu'elle existe. Donc pour eux, c'est les anciens qui s'en sont occupés. Ça y est, c'est réglé. On n'a pas besoin maintenant de chercher à prouver quelque chose qu'il y a déjà. Et en fait, c'est un petit peu un cercle vicieux. La deuxième, quand j'étais astrologue, c'est justement cette approche que je reprochais aux scientifiques, parce que pour moi, je voyais là une déformation professionnelle. C'est-à-dire que le scientifique applique à l'astrologie son approche de la connaissance en général, à laquelle moi j'adhère totalement, effectivement, mais ce n'est pas la façon de penser des astrologues. C'est-à-dire que la question des sciences, et notamment des fondements d'une science, qui sont très importants, puisque les fondements d'une science impliquent ce qu'on peut en faire, des applications, ce n'est pas du tout le raisonnement de l'astrologie. Donc, j'ai envie de dire, l'astrologie, quand on voit le zodiaque, les maisons, etc., comme il n'y a aucun fondement pour chacun, aucun fondement naturel, en tout cas pour chacune des parties du système, en fait, ça ne marche pas non plus dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver des fondements à partir desquels on peut déduire. Et pourtant ça continue de marcher, entre guillemets, pendant la consultation. Donc, ce qui est aussi étonnant chez les astrologues, c'est qu'il y a très peu de théoriciens de l'astrologie, qui, eux, vont pouvoir peut-être se poser cette question. La plupart sont vraiment des praticiens. L'astrologue, c'est quelqu'un du terrain, qui rencontre les gens, qui est avec ses clients, et il ne se pose pas toujours des questions théoriques, et en tout cas, pas toujours des questions aussi théoriques que celles que pourraient se poser les théoriciens. Donc, en général, il n'est pas du tout dans cette logique-là de se dire, mais si c'est pas fondé, ça ne peut pas marcher, ou il faudrait que ce soit fondé pour être sûr que ça marche. Il peut se poser la question d'un point de vue déontologique. Moi, je sais que c'est pour cette raison, par exemple, quand j'ai pratiqué un petit peu, je ne pouvais pas faire de prévision. Je ne pouvais pas, parce que je ne voyais pas comment ça pouvait marcher. Et puis, je ne voyais pas comment assurer les gens qu'en fait, je ne faisais pas juste que leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre et que ça pouvait se produire ou pas. Donc, des prévisions, je ne pouvais pas en faire, par exemple. Mais j'avais une formation derrière qui, à mon avis, me prédisposait à ça. Donc voilà, les questions astrologiques, quand vous lisez des textes d'astrologie, c'est de la pratique. C'est de la pratique, et sur la pratique, on part plutôt sur des fondements métaphysiques. C'est-à-dire, après on parle dans des questions qui relèvent de la transcendance. On n'est pas du tout dans des questions de preuves et des questions de science, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci encore pour votre attention. Un grand merci à Serge Morel et à Florent Martin pour nous avoir apporté des éléments d'appréhension et d'information sur ce qu'est l'astrologie. Et je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine conférence sociologique cette fois, sur le thème des expériences de solitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qui n'aura pas lieu le 23, je fais une erreur, je fais une erreur.